N'hésitez pas à interrompre, hein, juste n'oubliez pas de remettre votre micro, sinon ça ne marchera pas. Alors on va commencer par ouais, le cours que je vous fais là, c'est un cours que je fais en Master 2 et que j'ai repris pour l'occasion. Et c'était donc il y a pas mal de diapos que j'ai reprises d'un atelier qu'on faisait il y a une dizaine d'années maintenant, avec des collègues britanniques, là, Ruth, Byron et Steve. J'ai aussi, dans l'intervalle, pas mal potassé ce magnifique bouquin de Richard McElway. Je vous le conseillerais, je vous donnerai la référence juste après. Et puis j'ai utilisé du matériel qu'il y avait dans le bouquin de Jim Albert et Jung Chun Hu, et puis du matériel que des collègues ont partagé aussi. Donc tout est fait dans R. C'est aussi fait avec R Markdown qui permet de mélanger à la fois des scripts R, du texte, des figures. Vous trouverez ça sur le GitHub de Lorelai et sur le mien. On vous a mis les liens dans le chat. Et les diapos sont disponibles aussi. Et vous pouvez même reconstruire les diapos à partir donc des scripts qu'il y a dans R Markdown. Voilà, donc les objectifs du workshop en général, c'est d'essayer de un peu démystifier ces statistiques bayésiennes dont on entend beaucoup parler, et en particulier le moteur qui permet de les faire tourner, ce qu'on appelle le MCMC, donc c'est du Monte Carlo par chaîne de Markov. Hein, quelqu'un vient de se connecter. Et donc l'idée qu'on aimerait avec Lorelai à la fin du workshop, ce serait que vous arriviez à faire la différence évidemment entre des analyses bayésiennes et des analyses fréquentistes. Dans l'idéal, ce serait de comprendre la section méthode dans des papiers qui utilisent des méthodes bayésiennes. Et puis, évidemment, on aimerait qu'à la fin de l'atelier, vous puissiez faire tourner vos analyses en bayésien par vous-même, de manière assez sûre, si possible. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a prévu? Alors la première partie du cours, c'est vraiment sur le bayésien, sur les statistiques bayésiennes, et puis Lorelai sur la deuxième partie illustrera tout ça avec une partie sur les captures-recaptures, avec des exemples sur les captures-recaptures. Donc dans le cours que je vais vous faire moi sur aujourd'hui et demain, je vais vous parler d'inférence bayésienne en motivant un peu la théorie bayésienne et puis en donnant quelques exemples. On passera un peu de temps sur la vraisemblance, que vous connaissez déjà, mais on y reviendra. On prendra pas mal de temps pour discuter ce qu'on appelle les lois a priori, les a priori qui sont beaucoup discutés en bayésien et puis par les détracteurs du bayésien. On passera du temps sur donc, ces méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov, puisque c'est un peu le moteur qui fait tourner la théorie bayésienne, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut l'implémenter. On passera à la pratique avec les analyses bayésiennes dans R. Est-ce que vous voyez mon curseur là ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Très bien. Je vous parlerai un peu de sélection de modèles qu'on utilise beaucoup en écologie et qu'on peut aussi en fréquentiste et qu'on peut aussi transposer au bayésien. Et puis on finira par des modèles multiniveaux. Donc en gros, c'est des modèles mixtes, hein, c'est des modèles linéaires généralisés ou juste linéaires avec des effets aléatoires. Et on regardera ça sous l'angle bayésien et vous verrez que on peut facilement ajuster ces modèles-là en partant de régression linéaire tout simple. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, parce que ces 2 jours seront suffisants pour vous mettre le pied à l'étrier, mais vous pouvez aller plus loin, évidemment, et on vous le conseille. Donc, il y a des bouquins pour ça. Alors, le premier que je conseille, moi, c'est vraiment pour les débutants et pour quelqu'un qui voudrait commencer vraiment de zéro. C'est le bouquin de Mike McCarthy sur Bayesian Methods for Ecology. Qui est très très bien, qui commence vraiment du début, et puis qui a même des chapitres un peu sur la philosophie du bayésien. Il est très bien écrit et il est facile à lire, donc je vous le conseille. Il commence un petit peu à dater parce que il utilise du code qui n'est pas forcément complètement reproductible aujourd'hui, mais bon, c'est toujours une bonne lecture. Donc, il y a le bouquin de Mark Carey, Introduction to Winbugs for Ecologists, qui est très très bien aussi, qui utilise Winbugs et Ajax qu'on utilisera dans ce workshop, donc des logiciels qui permettent d'implémenter le bayésien et les analyses bayésiennes. Et donc dans le bouquin de Mark, en fait, il montre comment on peut utiliser le bayésien, en particulier dans Winbugs, mais bon, c'est pareil aussi dans Ajax qu'on va utiliser et puis dans d'autres logiciels, pour faire des régressions, des analyses de variance,
et tout un tas d'autres analyses. Et alors, celui-ci, ce bouquin-là, se focalise pas trop sur la philosophie, mais vraiment sur les détails pratiques de l'implémentation des analyses. Donc, c'est un bon complément avec le bouquin de Mike McCarthy. Alors, on part sur des livres un peu plus avancés, Donc, il y a ce bouquin de John Kushke, qui est Doing Bayesian Data Analysis, avec cette jolie couverture là, sur laquelle je reviendrai après, et qui est un tutoriel sur du bayésien avec R, JAGS et Stan, qui sont ces deux derniers, là, JAGS et Stan, des logiciels qui permettent d'implémenter des analyses bayésiennes. Alors, bon, il est un peu plus avancé dans le sens où il essaie de montrer que tout ce qu'on fait en statistique, en gros, c'est du modèle linéaire généralisé, donc ça demande un peu plus de connaissances que peut-être les deux bouquins précédents. On continue dans la gradation. Et il y a ce bouquin de Richard McElrath que j'ai déjà mentionné, qui s'appelle Statistical Rethinking et qui porte bien son nom. C'est l'idée de reprendre toutes les statistiques sous l'angle bayésien, mais avec un twist un peu différent de ce qu'on a d'habitude en cours en statistique. Alors, moi, je le conseille vraiment fortement. Et en particulier, je pense que je l'ai mis sur le GitHub. Enfin, il y a des vidéos. En fait, Richard s'est filmé dans les cours qu'il donne à Berlin, il me semble. C'est des cours de 1 heure à chaque fois et qui reprennent les chapitres de son livre. Je vous conseille vraiment les vidéos, c'est très très bien fait. Et il y a le script R et Stan, donc c'est le logiciel qu'il utilise, qui sont à disposition. C'est très très bien fait. Il y a des morceaux du livre et ça permet vraiment de reprendre les statistiques à la base et de réfléchir un peu à sa pratique de la statistique. Alors voilà, c'est très très stimulant comme lecture. Et le dernier, c'est le bouquin de Andrew Gallman et Jennifer Hill sur Data Analysis Using Regression and Multilevel Hierarchical Models. Donc c'est vraiment sur les modèles multiniveaux mixtes avec des effets aléatoires qu'on verra à la fin à la fin de ma partie. Alors c'est plutôt des exemples en sciences sociales, en sciences politiques en particulier, mais qui sont tout à fait transférables à l'écologie, hein, sans aucun problème. Et une grosse première moitié du livre est plutôt sur les analyses fréquentistes, avec des packages dans R qui sont fréquentistes donc. Et puis à peu près au milieu du bouquin, hop, on passe dans le bayésien, ce qui est pas mal du tout parce que ça permet vraiment d'avoir compris les bases, enfin d'avoir revu les bases de la régression et des analyses dans les modèles multiniveaux ou mixtes d'abord, et puis ensuite de passer au bayésien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, c'est les références que je conseille en général, hein. Il y en a des tas d'autres, mais avec celle-là, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que l'inférence bayésienne? Bon, on parle de Thomas Bayes, hein. On va en reparler, mais alors, il me faut faire un petit rappel sur des probabilités conditionnelles avant de commencer par là, mais vous allez voir, c'est rien de bien sorcier. Donc, on va appeler la probabilité de l'événement A, sachant l'événement B, la probabilité de A avec une barre verticale B, d'accord? Donc, tout ça, rien de difficile. On rappelle que l'ordre est important puisque la probabilité que de A sachant B n'est pas la même chose que la probabilité de B sachant A. Il faut s'en souvenir parce que ça va être quelque chose qui va compter dans la suite et dans l'application de la théorie bayésienne en particulier. Et on a que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements, A et B, divisée par la probabilité de B. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, hein, mais je les rappelle pour être sûr que tout le monde est sur le même point. Pardon, je me souviens plus de cette diapo. Et donc, je vais vous montrer. Premier exemple pour vous parler du théorème de Bayes et de l'application de la pensée bayésienne pour essayer d'inférer des hypothèses en écologie en particulier, en tout cas là, en épidémiologie, on va dire, sur un exemple sur les vampires et sur comment soigner le vampirisme. Alors souvent dans les cours en bayésien, on part sur des exemples en médecine, sur l'efficacité de tests, de diagnostic, de tests sur le cancer ou sur l'HIV, enfin bref. Donc là, en reprenant un peu un exemple du bouquin de Richard McElrath dont j'ai parlé, j'ai préféré changer un peu. Alors on va prendre cet exemple. On va supposer qu'on a les chances que le test pour le vampirisme soit positif, sachant que vous êtes effectivement un vampire,
c'est donc, comme je vous l'ai dit, la probabilité qu'on soit positif sachant qu'on est un vampire, c'est 0,90. Donc il y a 90% de chances que le test soit positif quand effectivement vous êtes un vampire. C'est ce qu'on appelle la sensitivity en épidémiologie. D'accord. Donc c'est la puissance du test, c'est la capacité du test à détecter le vampire quand effectivement vous êtes un vampire. Donc il y a une autre caractéristique des tests en épidémiologie et en médecine dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle la spécificité, c'est-à-dire c'est le miroir, c'est les chances que le test soit négatif, sachant que vous n'êtes pas un vampire, que vous êtes un mortel. Donc c'est la probabilité d'être négatif, le moins là, sachant la barre verticale que vous êtes un mortel, donc 0,95. D'accord. Donc c'est la probabilité que le test ne se plante pas quand il dit que vous n'êtes pas un vampire. Voilà. Donc à partir de là, on va se poser la question, il y a deux questions qu'on peut se poser, c'est de la perspective du test, c'est sachant qu'une personne est un vampire, quelle est la probabilité que le test soit positif? C'est ça qu'on a envie si on est le test, on a envie de savoir ça, la probabilité qu'on soit positif, sachant qu'on est le vampire. Donc ça, c'est le 0,90, c'est ce qu'on a appelé la sensibilité. Mais maintenant, évidemment, la question principale, c'est de la perspective d'une personne, c'est sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que effectivement je sois un vampire. Donc c'est la probabilité que je sois un vampire, sachant que le test qu'on m'a administré est positif. Donc c'est cette probabilité-là qui m'intéresse. D'accord. C'est effectivement, est-ce que je suis un vampire, sachant que le test est positif. Bon, ça s'applique à plein de choses. Et à partir des deux quantités que je vous ai données, est-ce qu'on est capable de calculer cette quantité? Eh bien, il nous manque une donnée, c'est la prévalence du vampirisme, c'est-à-dire, sachant que on va supposer que le vampirisme est rare dans la population qui nous intéresse, il représente seulement 0,1% de la population. Donc c'est plutôt une maladie rare. Donc ça veut dire que la probabilité d'être vampire dans cette population, c'est 0,001. D'accord. Donc on a ces trois choses, on a sensibilité, spécificité, et puis, on a la prévalence du vampirisme qui est ici 0,001. À partir de ça, est-ce que je peux calculer la probabilité que je sois effectivement un vampire, sachant que le test est ressorti positif? Alors, on va faire, il y a plusieurs façons de le faire. Donc ici, je vous en montre une ou deux, et puis vous choisissez celle que vous préférez. Il y a cette façon un peu graphique que j'ai dessinée ici de faire une espèce d'arbre binaire où on part en gros de la population. On a ici une probabilité de 1%, de 0,1% pardon, d'être un vampire, et le reste, c'est on est mortel, d'accord? Et puis si on est vampire, on l'a vu, la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on est vampire, eh bien c'est 0,9, d'accord? Et puis évidemment, le complément, la probabilité que le test soit négatif, sachant qu'on est vampire, c'est 0,1. Maintenant, si vous êtes un mortel, si vous n'êtes pas vampire, ce qu'on a vu, c'est que c'est la spécificité. La probabilité que le test soit négatif, sachant que vous êtes mortel, c'est 0,95. Et le complément, la probabilité que le test soit positif, sachant que vous êtes mortel, c'est 0,05. Alors, si vous multipliez les deux, vous arrivez en bout de l'arbre et vous pouvez calculer la probabilité que le test soit négatif, sachant que vous êtes un mortel. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, vous avez tout ça. Okay. Donc maintenant, ce que je veux calculer, moi, c'est la probabilité d'être un vampire, sachant que le test est positif. Alors pour faire ça, est-ce que vous arrivez? Je vais faire disparaître les petites vignettes. Voilà. Donc cette quantité qui m'intéresse. Ce qu'on a vu, c'est la définition de probabilité conditionnelle, c'est que la probabilité d'être vampire, sachant que le test est positif, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements, vampire et test positif, divisé par la probabilité que le test soit positif. Donc on va décomposer ça en deux temps. On va d'abord calculer la probabilité le numérateur et puis ensuite le dénominateur. La probabilité que je sois vampire et positif, eh bien on réapplique la même formule mais dans l'autre sens. C'est la probabilité que je sois vampire et la probabilité que le test soit positif, sachant que je suis un vampire. Et donc ça, c'est exactement cette branche ici, là. D'accord? Et ça me donne 0,0009. Okay. Maintenant, le dénominateur ici, eh bien, la probabilité que le test soit positif, eh bien, il y a deux façons de l'avoir. C'est ou bien en passant par vampire ici, donc c'est cette probabilité-là, ou bien en étant passé par mortel ici. D'accord? Donc je décompose cette probabilité en
la probabilité que je sois positif, sachant que je sois vampire, multipliée par la probabilité de vampire, donc c'est ici, plus la probabilité que je sois positif, sachant que je suis mortel, fois la probabilité que je sois mortel. Donc c'est cette partie-là, ici. D'accord? Et donc j'ai bien 0,05 ici, et puis le numérateur, c'est ça. Donc au final, la réponse à ma question, c'est la probabilité que je sois effectivement un vampire, sachant que le test est positif, c'est le ratio de ces deux quantités, et c'est 0,02. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a du sens tout ça? Alors ce que je vous propose là, donc c'est bien cette quantité qu'on a calculée, hein. Ce que je vous propose, c'est, pour essayer de familiariser un peu plus avec ce calcul, c'est de faire un petit exercice alors de votre côté, hein, mais on peut le faire aussi ensemble, on va voir comment ça se passe. Et ce genre d'exercice, on va essayer de le reproduire pendant tout le cours pour essayer de faire des coupures entre quelque chose d'un peu académique, un peu où il n'y a que moi qui parle, et puis quelque chose où vous travaillez un peu et on reprend ça ensemble dès que vous avez fini, quoi. Donc on va reprendre cet exercice sur ce petit exemple sur le vampirisme et on va changer quelques données de départ. On va supposer que le test qu'on fait pour le vampirisme, donc c'est la même au niveau de la sensibilité, de la sensitivité et de la spécificité, c'est la même chose. C'est-à-dire la probabilité que le test soit positif, sachant que vous êtes effectivement un vampire, et la probabilité que le test soit négatif, sachant que vous n'êtes pas un vampire, que vous êtes un mortel, c'est les mêmes quantités que tout à l'heure, donc 0,9 et 0,95. La seule chose qui va changer ici, c'est la prévalence. C'est-à-dire qu'au lieu de 0,1% de la population qui est vampire, on va avoir 10%. Et ce que je vais vous demander là, c'est de calculer, comme on l'a fait ensemble, la probabilité euh, que la personne qu'on teste en fait soit un vampire, sachant que le test est positif. Donc je vous donne, vous pouvez prendre 2 minutes pour reprendre ça et essayer de le faire vous-même. Vite fait, juste avec les quantités qu'on a. Donc c'était ça, on avait ici la sensitivité, là, la probabilité de positif sachant qu'on est vampire, 0,9. Et la spécificité, c'est la probabilité qu'on soit négatif, sachant qu'on est effectivement mortel, 0,95. La seule chose qui a changé, c'est la prévalence, là, la probabilité d'être un vampire dans la population, qui est de 0,1, de 10%. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a la formule qui donne la probabilité d'être vampire, sachant qu'on est positif. C'est la probabilité d'être positif, sachant qu'on est vampire, fois la probabilité d'être vampire, divisé par la probabilité d'être positif. Et il nous suffit simplement de... Alors, le numérateur, on l'a déjà, hein, la probabilité d'être positif, sachant qu'on est vampire, c'est 0,9. Et la probabilité d'être vampire, c'est la prévalence, c'est 0,1. Et il nous faut encore calculer le dénominateur. Et là, on décompose en la probabilité de positif, sachant qu'on est vampire, fois la probabilité d'être vampire, plus la même chose, mais en étant mortel. Donc, en fait, sur le graphe, c'est ça. Oui, j'ai oublié le 0,9. Ouais, c'est le 0,9 en fait, qui manquait. C'est cette partie-là. En fait, ce qu'on veut, c'est le dénominateur, pardon. Ici, c'est positif ou positif, c'est ces deux-là. Donc, il faut additionner ces deux choses-là. Et pour avoir ça, en fait, il faut passer soit par là. Vous avez deux choix pour arriver à un test positif. Soit on passe par là. Donc, c'est le produit de ça et ça. Soit on passe par là. Pardon, on passe par là en étant mortel. Donc, c'est le produit de la probabilité d'être positif, sachant qu'on est mortel, fois la probabilité d'être mortel. D'accord? Donc, c'est la décomposition des probabilités. Alors, je vais juste... Voilà. Donc, on a ce ratio, ça nous donne 0,9 fois 0,1 divisé par 0,135. Alors, je ne sais pas combien ça fait, mais peu importe. Ok, donc c'est le théorème de Bayes, en fait. On a tourné autour. Donc, c'est un théorème à propos des probabilités conditionnelles. On a la probabilité de B sachant A, que l'événement B se produit sachant que A s'est produit. C'est la probabilité de A sachant B, fois P de B sur P de A. Et ça, on va l'utiliser tout le temps. On va l'utiliser tout le temps, d'accord? Alors, certaines personnes disent que c'est la probabilité du futur sachant le passé, c'est la probabilité du passé sachant le futur, fois la probabilité du futur, ainsi de suite. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Nous, on va l'interpréter d'une certaine façon. Alors, c'est pas évident souvent de se rappeler de ça avec des lettres, avec des A, des B, on mélange les choses. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser quelque chose qu'on va reprendre au fur et à mesure. Eh bien, c'est
C'est la probabilité. Ce qu'on veut faire, nous, c'est évidemment de calculer la probabilité d'une hypothèse qui nous intéresse, sachant les données qu'on a récoltées. Hein. Et c'est ça qu'on cherche à inférer, à calculer, à quantifier dans notre pratique de scientifique. Et bien ça, on va appliquer le théorème de Bayes qui nous dit que il faut faire le produit de la probabilité des données sachant cette hypothèse, ça va être un modèle en particulier, fois la probabilité du modèle, fois la probabilité de l'hypothèse, pardon, et puis divisé par la probabilité des données. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on entend par hypothèse? Je l'ai déjà un peu dit, c'est tout ce qui n'est pas observé, ce qui est inconnu. Hein. C'est ce qu'on va apprendre à partir des données. Et en général, cette hypothèse, par exemple pour des modèles de régression, ça va être les paramètres qu'on cherche à estimer, leur donner à l'origine, l'intercept, ou bien les pentes, les termes de pente, les slopes en anglais. Okay, donc l'hypothèse, ça va être le modèle et les paramètres qu'on cherche à estimer. Et les données, ça va être ce que vous allez récolter sur le terrain. Ok. Et donc le théorème de Bayes nous dit, va nous donner quelque chose, va nous permettre d'inférer, de quantifier cette probabilité des hypothèses, sachant les données qu'on a collectées. Autrement dit, ça va nous permettre de dire dans quelle mesure cette hypothèse est plausible, et on va pouvoir même aller plus loin parce qu'on va pouvoir comparer plusieurs hypothèses à partir d'un jeu de données. Alors pourquoi, je fais une aparté là-dessus, pourquoi les statistiques bayésiennes ne sont pas le défaut, sont pas le cadre de travail qu'on utilise en routine? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que, en fait, on va le voir plus tard, l'implémentation pratique de l'approche bayésienne, elle est compliquée, elle demande de faire des calculs assez complexes. Et ce n'était pas évident jusqu'à l'avènement des ordinateurs personnels en particulier. Et puis, il faut le dire aussi, il y a quand même eu une petite guéguerre parmi les statisticiens, une guerre d'ego d'hommes, statisticiens qui se sont un peu houspillés pendant des années à propos des décennies à propos de l'approche bayésienne versus fréquentiste et qui a ralenti l'adoption du cadre bayésien. Alors depuis peu, depuis on va dire une dizaine d'années, hein, on a la puissance des ordinateurs qui nous permettent de maintenant mettre en pratique cette théorie bayésienne. Mais c'est tout jeune, hein, ça a quoi, une vingtaine d'années, même pas. Hein. Et puis, il y a eu des progrès aussi sur les algorithmes, comme on va le voir, qui permettent d'implémenter cette théorie bayésienne. Donc, j'ai commencé déjà à le faire. On va vraiment distinguer l'approche bayésienne, le théorème de Bayes, pour faire court, de son implémentation et du moteur qui permet de le faire tourner. Donc, ce sont les méthodes MCMC qu'on va voir après. D'accord. La théorie bayésienne, elle est là depuis le XVIIIe siècle. C'est pas le problème. Le problème, c'était vraiment comment la faire tourner en pratique. Alors, concrètement, comment on va reprendre un peu on va essayer de faire la distinction entre fréquentiste et bayésien. Donc, ce que vous connaissez probablement, c'est l'approche fréquentiste où on a un paramètre θ, on va dire θ, c'est générique, hein, avec des données que vous avez récoltées, que vous avez récupérées, et on veut dire quelque chose à propos de ce paramètre θ. On veut l'estimer. Donc l'approche fréquentiste, et l'approche la plus connue pour mettre en pratique cette approche fréquentiste, c'est l'estimation par le maximum de vraisemblance. Dans cette approche, on suppose que les paramètres sont fixés et qu'on a des valeurs inconnues qu'on cherche à estimer. Okay, donc juste là, rien de nouveau. Et en général, dans l'approche classique, ce qu'on fournit à la fin de l'analyse, c'est des estimations ponctuelles. On va dire par exemple, la probabilité que je sois un vampire, sachant que le test est positif, c'est estimé à une valeur de 0,35. Voilà. Une valeur qui vient souvent avec une intervalle de confiance. Dans l'approche bayésienne, on va changer un peu de façon de faire. Et au lieu d'avoir des paramètres fixes, on va avoir toute une distribution pour le paramètre qui est inconnue, elle, et qu'on va chercher à quantifier cette distribution. On va chercher à l'approcher, on va chercher à l'estimer. Donc, c'est plus une valeur ponctuelle, mais c'est toute une distribution. Et cette distribution, elle va capturer aussi l'incertitude qui sera associée à l'estimation par exemple, d'une moyenne ou d'une médiane ou d'un mode. Bref, elle va nous donner une sensation, un feeling sur l'incertitude qu'on a sur l'estimation de cette quantité θ là, qui nous intéresse. Alors, comment ça marche? On va revenir au théorème de Bayes, hein, mais je vais essayer de vous le mettre en contexte. Donc, comment raisonne quelqu'un qui fait du bayésien? Il part de
on va prendre un expérimentateur quelconque ou une expérimentatrice, et puis on n'a pas encore récolté les données. On se pose juste une question, d'accord? Donc, on a une hypothèse et on fait une prédiction à partir de cette hypothèse. Et on a juste alors j'ai utilisé le mot beliefs, on a des croyances, on sait des choses à propos du système qu'on étudie. C'est rarement le cas qu'on commence une étude sur quoi que ce soit sans avoir de l'information, ou en tout cas des connaissances a priori, j'ai utilisé le terme a priori, sur le système qu'on étudie. D'accord? Et l'approche bayésienne permet justement de combiner ce qu'on sait a priori, cette information qu'on a avant de commencer l'expérimentation, avec le produit de cette expérimentation, donc les données. Alors comment ça marche? Eh bien, on va mettre à jour ce qu'on sait avant de faire la récolte des données, avant de faire l'expérimentation, on va mettre à jour cet a priori avec l'information qu'on va récolter dans les données, qu'on va extraire des données qu'on aura récoltées. Et donc, cette mise à jour, eh bien, elle est capturée par le théorème de Bayes. Donc, je le rappelle, hein, c'est la probabilité de A sachant B qui équivaut à la probabilité de B sachant A fois P de A sur P de B. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va remplacer A, encore une fois, hein, je vais essayer d'éviter d'utiliser toujours A et B. On va remplacer A par le paramètre qui nous intéresse, θ, enfin le paramètre, la distribution qui nous intéresse, θ, et B, ça va être les données. Alors, c'est très schématique, hein, mais ça permet d'avancer. Et donc, si j'applique le théorème de Bayes, vous m'entendez, c'est bon? Pas de souci. Si j'applique le théorème de Bayes, comme je vous l'ai donné, eh bien, il se traduit très simplement, enfin très littéralement, comme la probabilité de θ, donc de ce paramètre inconnu, sachant les données. Donc c'est bien ça, hein, c'est qu'est-ce que je peux dire sur θ, sachant les données que j'ai récoltées, l'expérimentation que j'ai faite. Eh bien, ça va être donné par la probabilité des données sachant ce paramètre, cette hypothèse, fois la probabilité de ce paramètre, divisé par la probabilité des données. Bon, si vous l'avez jamais vu, c'est pas évident à saisir. Donc on va reprendre chaque terme de cette équation et on va essayer de les expliquer. Alors, théorème de Bayes dans le cadre de l'application de l'approche bayésienne. Alors, vous avez une partie en rouge, vous avez des parties en bleu, en vert, en orange. On va les prendre une par une. Donc, la partie à gauche, le terme de gauche de l'équation, c'est ce qu'on appelle la distribution a posteriori du paramètre θ en l'occurrence. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? C'est en fait, cette quantité, elle va représenter ce que vous savez, ce que vous allez savoir après avoir vu les données. D'accord? Donc, c'est bien a posteriori. C'est une fois que vous avez fait l'expérimentation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'hypothèse ou le paramètre qui vous intéresse, sachant que vous avez ces données maintenant en votre possession. D'accord? Donc, c'est vraiment la base c'est une distribution, ce θ là, en bayésien. Et ça peut être, évidemment, ça peut être un seul paramètre, comme dans le cas du vampirisme, hein, la probabilité d'être un vampire sachant qu'on est positif. Hein, mais ça peut être aussi plusieurs paramètres. Ça peut être un vecteur de paramètres aussi grand qu'on veut. D'accord? Bien. Alors, les autres termes, maintenant on va passer sur le terme de droite, là, ce ratio qui est à droite. Donc on a plusieurs choses. En bleu, au numérateur, la probabilité des données sachant le paramètre, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qui s'appelle la vraisemblance, que vous avez sûrement dû déjà voir pendant votre cursus. Hein. C'est vraiment le point commun qu'il y a entre le bayésien et le fréquentiste. C'est la quantité sur laquelle tout repose. C'est celle qui capture l'information qui est dans vos données, sachant l'hypothèse que vous faites qui a généré vos données, sachant le modèle que vous prenez pour faire votre inférence. Donc c'est cette quantité-là qu'on utilise aussi pour faire du maximum de vraisemblance. On va y revenir. Ensuite, il y a cette partie verte, toujours au numérateur, qui est ce qu'on appelle la distribution a priori sur le paramètre. Ça capture en fait ce que vous savez avant de faire l'expérimentation. Donc vous n'avez pas encore les données, c'est simplement quelque chose qui vous permet de mettre en forme ce que vous savez sur votre système avant de faire votre expérimentation. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle distribution a priori sur le paramètre θ, donc sur le paramètre que vous cherchez à inférer, que ce soit une probabilité de survie, une probabilité d'être un vampire, sachant que c'est positif, ainsi de suite.
Alors, cette distribution a priori, on va y passer un peu de temps parce que il y a beaucoup de discussions là-dessus, il y a beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats, il y en a aujourd'hui beaucoup moins. Et ensuite, il y a le dénominateur, ici, là, en orange, qui est la probabilité des données, hein, et qui peut se calculer. En fait, c'est simplement l'intégrale sur l'espace des paramètres du numérateur. Hein. C'est une quantité qui va permettre de faire que ce terme en rouge ici, c'est bien la densité de probabilité, parce que ça va sommer à 1. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas intéressant en soi, mais c'est probablement le cœur du problème qui a fait qu'on n'a pas pu implémenter la théorie bayésienne en pratique pendant des années. Pourquoi? Parce que quand vous avez un seul paramètre, comme on le verra, bon, c'est une intégrale à une dimension, donc ça, c'est à peu près faire. Mais dès que vous avez plus d'un paramètre, eh bien, ça devient une intégrale multiple qui est un enfer à calculer, et qui est pour beaucoup de paramètres, qui est incalculable en fait. Et donc l'approche bayésienne d'aujourd'hui, en fait, ce qu'elle utilise, c'est des méthodes de simulation pour passer outre ce problème de calcul d'intégrales multiples, qu'on va vite oublier, hein, parce qu'en fait, on va jamais la calculer, on va se débrouiller pour s'en débarrasser et ne jamais avoir à faire ce calcul d'intégrales multiples. Donc vous le voyez aujourd'hui, là, vous voyez, vous pouvez garder dans un coin de votre tête que c'était le problème qui faisait qu'on n'arrivait pas à appliquer la théorie bayésienne en pratique, mais vous pouvez vite l'oublier, hein, puisqu'on va probablement pas en faire grand-chose de plus. On va pas en faire grand-chose de plus. Bon, ça, je vais peut-être passer. Ouais, je vais passer ça. Alors, la vraisemblance. Donc, on va reprendre ce qu'on va faire. Si vous vous amuserez à lire ce petit cartoon sur les différences entre fréquentistes et bayésiens. Ce qu'on va faire là, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre chacun des termes de ce ratio. Donc, la vraisemblance, l'a priori. Et puis ça, comme je vous ai dit, on va passer parce qu'on verra plus tard que dans l'approche MCMC, cette partie se simplifie, en fait, elle saute. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de passer par ce calcul intégral. Alors, la vraisemblance. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va partir d'un exemple. Hein. On va partir de cet exemple où on va supposer qu'on a, je sais pas, pour une espèce d'oiseau quelconque, ou pour une espèce de poisson, peu importe, on a observé 3 naissances pour une femelle au cours de 10 essais de reproduction. D'accord? Donc on va dire par exemple que c'est une reproduction par an, un essai de reproduction par an, et sur cette dizaine d'années, on a eu 3 naissances. Alors, ça, c'est des données qu'on a. Hein. Qu'est-ce que ces données peuvent nous dire sur la probabilité d'avoir un succès de reproduction pour cette femelle en particulier et pour la population? Alors, ce que j'essaie de faire là, c'est de vous donner l'intuition pour la construction de la vraisemblance. Alors, plutôt que de vous donner tout de suite une définition et puis de vous dire, voilà, la vraisemblance, c'est ça. Donc, on va partir de cet exemple. On a trois succès de reproduction, 3 naissances parmi 10 tentatives de reproduction. Donc, on ne connaît pas, je ne sais pas ce que vaut la probabilité de succès de reproduction, la probabilité qu'une reproduction mène bien à une naissance. Je ne la connais pas, cette probabilité. J'aimerais pouvoir la calculer. Donc, je vais y aller pas à pas. Ce que je sais, c'est que je peux poser une hypothèse, je peux poser un modèle sur ces données. C'est un modèle binomial, hein, où je lance une pièce et j'ai une certaine probabilité d'avoir une naissance et de ne pas avoir de naissance. C'est le pile ou face. Alors, c'est pas équilibré, hein, c'est justement ce que je cherche à estimer. Et puis, je vais la lancer 10 fois. Donc, ça, c'est une distribution binomiale. Alors, dans R, le gros avantage, c'est on peut calculer la probabilité pour une binomiale d'avoir 3 succès parmi 10 tentatives. Ça, on a la probabilité d'une binomiale qui est donnée par R avec cette fonction qui s'appelle dbinome. La binomiale, ça va pour tout le monde, il n'y a pas besoin que j'en parle plus, si? C'est toujours là? Oui, oui, nickel. Ok. Donc, si vous appliquez cette petite fonction dans R, là, donc dbinome, qui va me donner la probabilité que j'ai 3 succès parmi 10 tentatives, alors il me faut une probabilité, évidemment, il faut que je la donne. Alors ici, je vais essayer avec 0,1. Ça me donne une probabilité de 0,06. Donc vous me voyez venir, je vais
faire varier cette probabilité. Je vais essayer de voir quelle est la plus grande valeur quelle est la valeur de probabilité qui me donne la plus grande valeur. C'est cette intuition sur la vraisemblance. C'est comme ça que ça bouge pas, c'est mes données. 3 succès parmi 10 tentatives. Et puis je fais bouger le paramètre jusqu'à ce que j'ai une plus grande valeur qui me permette de dire ah bien ok, j'ai trouvé la valeur de mon paramètre de succès de reproduction qui me donne la plus grande chance que cet échantillon se soit produit. Alors si je change et que je prends une probabilité de 0,9, donc je ne change rien, j'ai toujours 3 succès parmi 10 tentatives, et je prends une probabilité de 0,9. Alors là, j'ai une probabilité qui me donne, j'ai une probabilité d'avoir ces 3 succès parmi 10 tentatives qui est quasiment de 0, là, 8, 10 puissance moins 6. Donc c'est pas, je ne suis pas sur la bonne voie. Je n'ai pas une probabilité de succès qui est très grande. Elle est probablement plus près de 0,1 que de 0,9, puisque ça me donne une probabilité que cet échantillon se produise de quasiment 0. Maintenant, si je prends une probabilité de succès de 0,25, ça me donne une probabilité que cet échantillon se soit produit de 0,25. Ah, c'est bien mieux ça, parce que je passe de 0,05 à 0 et puis à 0,25. Donc je trouve qu'avec une probabilité de succès de 0,25, la probabilité que j'ai 3 succès parmi 10 tentatives, c'est de quasiment c'est 25%. Ça, c'est pas mal du tout. Je me rapproche de la plus grande valeur de ma vraisemblance, du maximum de ma vraisemblance. Donc j'ai fait ces 3 essais, 0,1, 0,9, 0,25. Et donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que parmi ces 3 valeurs, celle qui me donne qui me donne le plus de chances que j'ai 3 naissances parmi les 10 essais que j'ai faits, eh bien c'est 0,25, c'est ni 0,1, c'est pas 0,1 ni 0,9. Bon, alors ce raisonnement, il est très commun, il est très classique en statistique, et c'est ce qui donne, c'est la vraisemblance, c'est la probabilité d'observer mes données sous un certain modèle. C'est la probabilité des données, sachant θ, sachant le modèle, sachant l'hypothèse. D'accord? Alors évidemment, quand vous faites de l'estimation de vraisemblance, quand vous faites une analyse de variance, quand vous faites une régression linéaire en fréquentiste, vous n'allez pas vous amuser à faire ce que je viens de faire là, pas à pas. Et on va faire ça de manière un peu plus automatisée. Donc on va généraliser. Donc les données sont connues, hein. J'ai mes données ici. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on considère la vraisemblance comme une fonction des paramètres. Et on va chercher le maximum de cette fonction. Alors, dans R, ça se fait assez facilement. Si je reprends cet exemple là sur le succès reproducteur, je peux écrire une petite fonction que j'ai appelée like.fun. Donc c'est une fonction, c'est un mot clé de R qui va prendre comme valeur un paramètre, d'accord, que je recherche. Et puis je vais lui dire ça dans la log vraisemblance. Donc je la mets en log parce que ça. Pourquoi j'ai mis LL? Non, en fait c'est la vraisemblance, peu importe. Eh bien, c'est la vraisemblance d'une binomiale. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, avec 3 succès et 10 tentatives. Et puis la probabilité, cette fois-ci, je ne vais pas la fixer à la main, mais je vais chercher à la calculer. D'accord? Donc je vais mettre que ces paraméteurs, c'est le paramètre de ma fonction. Et donc si j'applique cette fonction à 0,3, je retrouve à peu près pareil que ce que j'avais quand je mettais 0,25. Quand j'applique 0,6, ça me donne une autre valeur. Ça fait juste qu'appliquer des binômes, mais maintenant, c'est directement dans une fonction. Alors pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, alors je peux tracer cette fonction de vraisemblance en fonction de θ. Donc ici, c'est la valeur de la vraisemblance. La probabilité que j'ai 3 succès parmi 10 tentatives pour différentes valeurs de mon paramètre de la binomiale, de la probabilité de succès. Donc ici, on a abscisse. Et donc, vous voyez que ça monte. Vous vous souvenez que quand on avait autour de 0,9, c'était quasiment 0. C'est aussi le cas quand on a une probabilité faible. Et puis, quand on monte, quand on était à 0,25, on était autour de 0,25 de probabilité. Et puis, vous voyez qu'on peut monter encore un chouïa plus haut ici. Et puis ensuite, quand on redescend, quand la probabilité de succès descend, on voit qu'on a une distribution unimodale, là, une cloche, avec un seul maximum qui est donné autour de 0,3 ici. Donc pour une probabilité de succès autour de 0,3, j'obtiens la plus grande valeur de ma vraisemblance, ma probabilité d'avoir 3 succès parmi 10 tentatives. Ok. Donc encore une fois, quand on a un seul paramètre, on peut faire un joli graphe comme ça où on peut voir où se trouve le maximum de cette fonction et puis donner le paramètre qui correspond à ce maximum de fonction.
Quand vous avez plusieurs paramètres, évidemment, ça devient illisible. On ne sait pas faire quand on a plein de dimensions, hein, on ne sait pas faire des figures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser cette procédure. Donc, on a toujours un ensemble de paramètres qui va nous donner la plus grande vraisemblance, la plus grande probabilité d'observer les données, et c'est le maximum de vraisemblance. Et donc, on peut le calculer soit par essai-erreur, c'est ce que j'ai fait là. J'ai utilisé une valeur de 0,6, de 0,9, bon, ben, ça, c'est pas très efficace, hein. On peut le calculer à la main, on va voir comment on fait juste après, hein, c'est un calcul de dérivée, ou bien on peut utiliser un algorithme d'optimisation qui est itératif, où on va, c'est l'algorithme qui va être utilisé quand vous faites une analyse de variance, une régression linéaire, tout ce que vous faites dans R en fréquentiste, ça va utiliser cette technique de recherche de maximum de la vraisemblance. D'accord. Donc tout ce que vous faites en fréquentiste, quelque part en dessous, il y a une vraisemblance qui s'écrit. Et en fait, quand vous appliquez des packages dans R pour faire la régression linéaire ou un peu tous les types d'analyses que vous faites, eh bien quelque part, il y a un algorithme qui va chercher le maximum de votre fonction. D'accord. Alors à la main, comment ça marche? Si on reprend l'exemple de la binomiale, c'est un calcul de dérivée. Alors je vais le faire, hein, même si c'est un peu loin. Pour, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des calculs de dérivée, mais bon, bref. Y suit une binomiale de paramètres. Donc on a 10 essais et on cherche la probabilité P de succès de cette expérience. Et on sait qu'on a observé trois succès, donc les 3 naissances. Donc la probabilité d'une binomiale, hein, sachant que la probabilité que Y qui suit une binomiale prenne la valeur petit k, eh bien c'est une combinaison de k paquets parmi grand N, fois la probabilité de succès à la puissance le nombre de succès, 1 moins la probabilité de succès à la puissance le nombre d'échecs. Et ça, c'est la vraisemblance qu'on va considérer comme une fonction de la probabilité de succès, petit p. Alors, il me faut le maximum de cette fonction. Bon, pour calculer, pour trouver le maximum de cette fonction, il me faut dériver, et puis égaler à 0 et trouver le p tel que la dérivée soit nulle. Donc pour dériver, alors l'étape intermédiaire, c'est que je passe en log, parce que ça me permet de linéariser tout ça, là, ces termes en exposant, là, et ça m'arrange bien. Donc cette quantité-là, cette combinaison, j'en ai pas besoin puisque ça contient pas P, donc je peux l'ignorer, hein, on va dire que c'est une constante par rapport à P. Et puis j'ai K log de P plus N moins K log d'un moins de P. On veut le maximum de cette fonction. Alors calculer le maximum de la fonction ici, c'est la même chose que calculer le maximum de la fonction en log, hein. Et pour ça, je calcule une dérivée. Alors vous pourrez vérifier que la dérivée de log de n, hein, eh bien c'est k sur p moins n moins k sur 1 moins p. D'accord. Et pour avoir le maximum, je dis que ça c'est égal à 0 et je trouve p tel que qui résolve cette équation. Et vous pouvez montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance de P chapeau, là, le node P chapeau, avec ce petit chapeau, c'est le nombre de succès sous le nombre de tentatives. Bon, intuitivement, ça marche, hein. La probabilité de succès dans une binomiale, c'est le nombre de succès que j'ai eu divisé par le nombre de fois où j'ai essayé. Eh bien, c'est 3 sur 10, c'est bien 0,3 dans le cas de notre exemple, là, sur 3 naissances parmi 10 tentatives de reproduction. Donc, c'est la proportion de succès observé. Bon, tout ça, c'est intuitif. Donc, le maximum de vraisemblance colle avec l'intuition. Donc, c'est plutôt rassurant. Alors, on peut le faire de manière automatique. Là, on l'a fait par essai-erreur. On l'a fait à la main en faisant la dérivée, parce qu'on n'avait qu'un paramètre, c'est pas trop difficile. Et on peut automatiser ça en utilisant des algorithmes d'optimisation numérique. Donc ça, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais on peut utiliser la fonction optimize dans R ou optime quand on a plus d'un paramètre, où on prend comme argument la fonction de vraisemblance là, qui nous intéresse. Ici, on lui dit entre quoi et quoi vit le paramètre qu'on cherche à estimer. Donc la probabilité de succès, elle vit entre 0 et 1. Et puis, je cherche le maximum de cette fonction, donc je lui dis que c'est le maximum. Si je mets false ici, il va me chercher le minimum de la fonction. Donc nous, c'est le maximum de la vraisemblance qu'on cherche. Et il va me dire, voilà, le maximum de la fonction, il est obtenu pour une valeur de paramètre qui vaut 0,30. Et cette fonction, là, l'objectif que je cherchais, le maximum de cette fonction, c'est 0,26. Donc l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est bien 0,30. C'est la même valeur qu'on obtient en faisant le nombre de succès divisé par le nombre de tentatives. C'est bien la même chose. Voilà. Alors, peut-être ça. Alors, je passe un peu de temps sur la vraisemblance parce que c'est vraiment le cœur de l'approche bayésienne.
tout autant que c'est le cœur de l'approche fréquentiste, hein, et qu'on va avoir besoin de construire la vraisemblance pour pouvoir implémenter l'approche bayésienne. Vous verrez que l'a priori, c'est pas très compliqué, mais que c'est vraiment la vraisemblance qui constitue le cœur de l'implémentation de l'approche bayésienne. Alors, on va faire un petit exercice sur la vraisemblance, là, juste pour que vous la manipuliez, parce que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure avant qu'on fasse cette pause, on l'oublie souvent, mais c'est le cœur de l'approche bayésienne, comme c'est le cœur de l'approche fréquentiste par maximum de vraisemblance. La vraisemblance, c'est ce qui vous permet de capturer, d'écrire l'information que vous avez dans vos données sous une certaine hypothèse, c'est-à-dire sous un certain modèle. Ici, c'était un modèle binomial, mais ça peut être plein d'autres choses, un modèle de capture et capture, j'en sais rien, enfin, on va voir plein d'exemples après. D'accord. Donc, c'est vraiment le cœur, hein. Une fois que vous avez écrit ça, le reste, vous verrez, c'est très facile, c'est facile à faire, mais c'est vraiment cette partie-là qui est la plus, qui est primordiale. Donc, on va refaire un petit exercice. Donc, on va essayer de calculer. Là, on n'avait qu'un paramètre sur la binomiale, et on va partir sur la distribution normale, sur la gaussienne, et on va essayer de calculer les estimations de maximum de vraisemblance de la moyenne et de la variance. D'accord? Dans l'idée que ce même exercice peut aussi servir à écrire une vraisemblance pour le bayésien. Donc, j'ai simulé les données on va dire, on a un échantillon de 100 personnes, on a mesuré ces personnes, et puis on a un échantillon de la taille de ces personnes. Alors, pour faire ça dans R, c'est assez facile, hein. On dit, voilà, j'ai un échantillon de n égale 100 personnes, et puis je vais créer cette variable hauteur, là, taille, et je vais la tirer dans une loi normale. Donc R, c'est pour tirer de manière aléatoire. C'est pas le D de tout à l'heure dans des binômes, c'est le R, c'est pas si pardon. Et puis je vais tirer 100 valeurs avec une moyenne 170 et puis un écart type de 10. Voilà l'histogramme que j'ai. Donc je suppose que j'ai fait ces mesures-là, mais en fait j'ai simulé les données, mais bon, c'est comme si je les avais récoltées, d'accord. Donc ça, c'est mon échantillon de taille sur 100 personnes. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, ça, c'est les données. Maintenant, il nous faut un modèle. Il nous faut une hypothèse à tester. Donc, ça, c'est l'hypothèse, on va dire que c'est le modèle normal, hein, le modèle gaussien, et on va essayer d'estimer la moyenne et la variance. Donc, je ne sais pas, a priori. En fait, je ne le sais pas que la moyenne, c'est 170 et 10. Je suis allé dans dans une conférence, peu importe, dans un endroit et j'ai mesuré 100 personnes pour leur taille et j'obtiens ces données-là. Et j'aimerais savoir la moyenne et la variance de cet échantillon, enfin de la distribution normale que je peux coller sur cet échantillon. Alors, pour faire ça, on va le faire ensemble parce que il est peut-être pas évident cet exercice. On va peut-être le faire ensemble. Mais on va refaire la même chose que sur la binomiale. On va utiliser la fonction optime et puis on va utiliser... vous pouvez essayer peut-être. Vous voulez essayer? Oui. Allez. Donc c'est la même idée. Mais plutôt que d'utiliser des binômes qui me donnent la probabilité d'avoir un certain nombre de succès sur un certain nombre de tentatives pour une certaine probabilité, je vais utiliser maintenant la densité de distribution, la densité d'une normale qui m'est donnée par des normes. Et si vous regardez dans le fichier d'aide de R des normes, vous verrez qu'il y a la valeur en laquelle on veut évaluer cette fonction, et puis la moyenne et la variance. Et nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est cette moyenne et cette variance, cette espérance, cette variance. Et pour ça, on va utiliser la fonction optime. Avec l'échantillon que je vous ai donné là, que vous pouvez resimuler vous-même. Alors, vous pouvez simuler un échantillon qui sera un peu différent du mien, hein, mais vous pouvez aussi simuler exactement le même échantillon que celui que j'ai simulé, en fixant, en repartant du même. Alors, quand on dit simuler des valeurs aléatoires dans n'importe quel logiciel, en fait, c'est pas complètement vrai. C'est du pseudo-aléatoire qu'on fait, au sens où, au bout d'un long moment, on va retourner au point de départ où on a commencé à simuler les données. Et pour faire ça, en fait, on peut fixer ce qu'on appelle la graine du générateur aléatoire en utilisant la fonction set.seed d'horaire, qui permet donc de fixer la graine à une valeur. Ça permet, c'est très très utile quand on veut reproduire des résultats, même quand on fait des simulations. Donc ici, moi je l'ai fixé à 2020 par exemple. Et si vous faites ça, vous allez obtenir exactement le même histogramme que moi, alors que vous faites
vous faites de la génération de valeurs aléatoires dans AirNorm. Donc ça, c'est très très pratique pour reproduire des résultats à l'identique. Donc je vous propose de faire ça. Commencez par générer cet échantillon. Vous pouvez faire un petit histogramme et puis essayer de programmer, de la même façon qu'on a programmé la vraisemblance binomiale, faire une petite fonction pour la fonction gaussienne, la distribution gaussienne, et puis appliquer la fonction optime pour chercher les estimations du maximum de vraisemblance de la moyenne de la variance pour l'échantillon qu'on a ici. D'accord ? Donc ce qu'on commence à faire, c'est à écrire, de la même façon qu'on a écrit une vraisemblance pour la binomiale et qu'on utilise R, on va utiliser une fonction R pour écrire la vraisemblance pour la normale. Alors, la petite difficulté, vous m'entendez, c'est bon? J'ai un message, ma connexion est instable. Vous m'entendez? Donc ici, là, la difficulté, c'est qu'on a un échantillon où chaque valeur, en fait, on va supposer que c'est une contribution à cette vraisemblance normale. Chaque taille qu'on mesure, c'est un bout de normale. Donc c'est le x, donc la fonction d'énorme qui permet d'avoir la densité d'une distribution normale, là, elle prend comme paramètre x, la valeur à laquelle on veut évaluer. Donc ici, ça va être la taille, la moyenne, l'écart type, et puis moi, je vais préciser que je la veux en log parce que ça va c'est plus facile à optimiser pour l'algorithme qu'on utilise. Alors, ma fonction, donc, elle va prendre deux paramètres. Elle va prendre θ, qui est mon vecteur de paramètres inconnus que je cherche à estimer, la moyenne et l'écart type. Et puis, elle va prendre les données, puisque j'essaie d'évaluer ma vraisemblance en les données. Et donc, donc qu'est-ce que je fais? Alors, les données data, là, c'est dans mon application, ça va être le vecteur avec toutes les valeurs de taille que j'ai mesurées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis que la moyenne, c'est la première coordonnée, la première composante de mon vecteur θ. Sigma, l'écart type, c'est la deuxième composante de mon vecteur θ. Et puis x, je vais lui passer les données. Alors x, c'est ce que prend d'énorme comme paramètre là, pour la valeur à laquelle j'évalue ma densité. Et qu'est-ce que je fais? C'est que x, j'ai plusieurs valeurs en fait. J'en ai autant que de taille que j'ai mesuré dans mon exemple. Et donc je vais sommer tout ça pour avoir. Alors c'est le produit, si je ne prends pas le log, hein, c'est le produit des bouts de normal. Et puis, comme je suis passé en log là, ici, c'est la somme. Le log de mon produit, ça va être la somme de mes éléments. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis un moins parce que dans Optim, l'algorithme que j'utilise, la fonction que j'utilise pour pour maximiser ma fonction, en fait, par défaut, Optim, elle minimise. Donc, si je veux maximiser ma vraisemblance, il suffit que je minimise moins la vraisemblance. Donc, ça devient un peu torturé, mais vous comprenez l'idée. Pour maximiser la vraisemblance, il suffit que je minimise moins la vraisemblance. Alors, c'est ce que fait Optim, il minimise par défaut. Une fois que j'ai cette vraisemblance, alors je peux faire, ici, là, j'ai appliqué, alors c'est la négative log vraisemblance, c'est le moins de la log vraisemblance. Si je l'applique en θ égale, par exemple, moyenne 150, écart type 1, aux données que j'ai mesurées, vous vous souvenez tout à l'heure quand je faisais la binomiale appliquée à une certaine valeur de probabilité de succès pour mes 3 succès parmi mes 10 tentatives, et j'ai fait plusieurs valeurs, mais là je fais pareil. Je fais pour une certaine valeur de ma moyenne et de ma variance, là, de mon écart type, je trouve cette valeur de vraisemblance. Je peux changer, les données, elles ne changent pas, elles. Et par contre, je peux changer mes valeurs de paramètres et j'essaie alors cette fois-ci, je n'essaie pas de maximiser ma vraisemblance, mais de minimiser cette quantité-là qui est moins la vraisemblance, c'est pareil. Et puis, je peux changer ces valeurs jusqu'à ce que je trouve la plus petite valeur de cette quantité-là, moins la vraisemblance, quoi. Mais vous voyez bien qu'il y a deux paramètres. Donc, les valeurs, l'exploration par essai-erreur de cette fonction de vraisemblance, là, elle peut devenir très, 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 très ennuyeuse, quoi, parce qu'il va falloir que j'essaie plein de valeurs jusqu'à ce que je décrive une surface de vraisemblance jusqu'à ce que je trouve le minimum, quoi. Donc, on pourrait le faire. On pourrait faire une jolie figure en 3D où j'ai un minimum et que je trouve les valeurs de la moyenne et l'écart type qui me donnent la plus petite valeur
de vraisemblance, mais bon, enfin de moins vraisemblance, mais bon, on va pas le faire comme ça. On va utiliser la fonction optime. Une fois que j'ai écrit la vraisemblance sous forme d'une fonction, il suffit que j'applique cette fonction optime. Alors, vous pouvez regarder dans l'aide en faisant point d'interrogation optime dans R, et vous obtiendrez tous les détails sur cette fonction. Alors, elle prend comme paramètre, il lui faut des valeurs initiales. Donc, il faut que pour les paramètres, je donne des valeurs initiales pour lancer l'algorithme pour qu'il parte de quelque part. Donc ici, j'ai mis la moyenne vaut 1 et puis l'écart type vaut 1. Ce n'est pas forcément des super valeurs initiales, mais bon, ça permet d'initialiser l'algorithme et de le faire partir à une certaine valeur. Donc, bon, une taille de 1 et puis un écart type de 1, c'est pas, la taille de 1, là, c'est pas très malin. J'aurais pu mettre autre chose, mais bon, bref, c'est pas grave, il va s'en sortir. La fonction que je cherche à minimiser, souvenez-vous, optime, il minimise. Eh bien, ça va être la fonction que j'ai écrite avant. Et puis, les données qu'il va prendre en paramètres, en plus des paramètres que je cherchais à estimer, c'est les tailles que j'ai simulées là, que j'ai fait semblant de mesurer dans une population de 100 individus. Alors, un peu comme dans Optimize, là, qui marchait pour un seul paramètre. Là, Optime, ça marche pour n'importe quel nombre de paramètres. Eh bien, je vais avoir les valeurs de paramètres qui me donnent la plus petite valeur de cette fonction-là, la vraisemblance en log, le moins, la log vraisemblance négative, et donc c'est 171 et 11. Donc, si je prends la plus petite valeur que j'obtiens, donc le maximum de la vraisemblance, si vous voulez, le contraire, c'est 171 et 11, donc pour la moyenne et pour la variance de ma loi normale. Et la valeur la plus petite que j'obtiens de vraisemblance, là, de moins vraisemblance, moins log vraisemblance, c'est 380. Et ça, c'est des messages un peu liés à la maximisation dont on ne veut pas vraiment parler aujourd'hui. Et maintenant, je peux tracer, donc j'ai mon échantillon en bleu, là, mon histogramme de taille mesurée, et puis j'ai cette distribution normale, cette courbe gaussienne que j'ai superposée par-dessus, avec la valeur de moyenne espérance 171 et puis l'écart type 11. Donc on voit que ça ajuste pas trop mal mon histogramme, quoi. Alors vous pouvez vérifier que bien 171 et 11, c'est pas très éloigné des valeurs que j'ai utilisées pour simuler ces données. Heureusement. J'ai simulé les données selon une loi normale de paramètres 170 et 10, et quand j'estime les paramètres de la loi normale que je suppose être la loi qui a généré ces données, et je fais comme si je ne connaissais pas les paramètres, eh bien je retombe bien sur 171 et 11, qui ne sont pas très éloignés de 170 et 10. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc ça, c'est la vraisemblance. On a vu une vraisemblance binomiale, on a vu une vraisemblance normale, et maintenant, on va voir comment ça se combine avec la distribution a priori pour avoir la formule de Bayes. Des questions ou pas, avant que je revienne sur... Non? Ok, alors pour le bayésien, on va repartir sur cette idée. Ah, il faut couper essayer de couper votre micro, sauf si vous avez besoin de poser des questions pour éviter les bruits parasites. Alors, un exemple tout simple, pour se fixer les idées de développement, d'implémentation de l'approche bayésienne, on va supposer que, par exemple, on a 120 chevreuils qui sont équipés d'un collier émetteur et dont on aimerait connaître la survie au cours d'un hiver quelconque. Et alors, on va avoir un traitement, on va en avoir 61 de ces chevreuils qui sont près d'une usine qu'on va supposer, peut-être on va vouloir tester si oui ou non cette usine pollue l'environnement, enfin bref, peu importe. Et puis on va en avoir 59 qui sont, parmi ces 120, qui sont éloignés de toute activité humaine, en particulier de cette usine. Donc on a un traitement près de l'usine versus loin de l'usine. D'accord ? Et on veut savoir si effectivement il y a, oui ou non, un effet de ce traitement sur la survie hivernale de ces chevreuils. Donc les données qu'on a, on a relâché 61 chevreuils dans la modalité traitement et 59 dans le contrôle, là, éloigné de toute activité humaine. Et les données qu'on récolte, donc ça, c'est ce qu'on a relâché, et ce qu'on a observé à la fin de l'hiver, c'est parmi les 61 qu'on a relâchés près de l'usine, il y en a 19 qui ont survécu, et puis il y en a 21 qui ont survécu dans le traitement contrôle, là, éloigné de toute activité humaine. Et puis dans les deux cas, il y en a 38 qui sont morts, donc parmi les 61, il y en a 38 qui sont morts dans le traitement, de l'usine, et puis aussi 38 dans le traitement, dans la modalité contrôle.
Et alors, autre, c'est ici 4, vous connaissez bien ça, je suppose. Ces 4 individus là qui sont dans la catégorie autre, ils ne sont pas ni vivants ni morts à la fin de l'étude. En fait, leur collier émetteur a cessé de fonctionner pendant l'étude, en fait, pendant l'hiver. Donc on les met dans une autre catégorie et en fait, on va faire comme si au lieu d'avoir relâché 61 individus, on n'en avait que 57, relâché que 57. Alors il y a des méthodes pour tenir compte de ça, hein, on peut censurer, on peut faire des choses. Mais dans l'exemple là simple, j'ai eu envie de garder des choses pas trop compliquées. Donc on va supposer qu'au lieu d'en avoir relâché 61, on en a relâché 57, 61 moins 4. Donc il y en avait 19 vivants à la fin de l'hiver et 38 morts près de l'usine. Donc on a comment on fait dans le bayésien, enfin comment on fait dans l'approche en général, on a 57 chevreuils donc qu'on a relâchés dans la modalité traitement là, et on en a 19 qui ont survécu. Donc on est en plein dans l'idée d'estimer une survie hivernale, là, on va l'appeler θ, et puis on a envie d'inférer, de quantifier cette survie et de dire quelque chose sur est-ce que oui ou non il y a un effet du traitement. Bon, intuitivement, et ça correspond avec le maximum de ressemblance, la survie, on peut l'estimer en fréquentis en disant c'est la proportion de succès, c'est-à-dire d'individus qui sont vivants à la fin de l'hiver. Donc il y en avait 19 sur les 57 que j'ai relâchés, donc 19 sur 57. Et puis on peut aussi estimer la même survie dans la modalité contrôle. Et donc c'était, je ne me souviens plus, donc c'est 21 sur 59. Et il manquerait à comparer le 19 sur 57 à 21 sur 59. Alors, comment en fréquentiste on justifie cette estimation? Bon, bah, c'est le maximum de ressemblance, c'est ce qu'on a vu, hein. Je dérive et j'obtiens 19 sur 57. Maintenant, en bayésien, alors je vous l'ai dit, on imagine qu'on n'a pas fait cette expérimentation, on part juste de ce qu'on sait sur la quantité qu'on cherche à estimer. Ici, la survie de chevreuil. Alors, si je suppose que je sais rien, enfin je sais rien, c'est pas que je sais rien, mais je sais que c'est un paramètre de survie que j'ai appelé θ. Donc ça va être une variable aléatoire continue. Tout ce qu'on sait, c'est que comme c'est une probabilité, elle varie entre 0 et 1. Okay, donc c'est déjà pas rien, on sait quelque chose. Et donc, on va avoir besoin de capturer cette information qu'on a sur cette survie. Alors, pour ce faire, quand on a une probabilité, quelque chose qui varie entre 0 et 1, une distribution qui est très utile et que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, bon, on va la découvrir ensemble, eh bien, c'est la distribution bêta, qui a un support qui est défini, qui prend des valeurs entre 0 et 1. Donc, elle est bien pratique, cette distribution, parce qu'elle va nous permettre de capturer l'information qu'on a sur une probabilité a priori. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distribution bêta? Bon, elle a une certaine densité, hein. On l'écrit comme ça, en la valeur θ, là, qui nous intéresse. Elle a deux paramètres, alpha et bêta. Et sa densité est donnée par la formule suivante, hein. Bon, on va pas y passer, c'est pas très, très intéressant, hein. Il faut juste voir qu'on a les deux paramètres alpha. Oups, il y a une typo ici, ça doit être du bêta, ça. Il y a les paramètres alpha et bêta qui sont en exposant, et puis on a le θ, la valeur à laquelle on évalue la densité, qui apparaît ici. Et on a ce terme bêta, là, qui fait intervenir ces termes gamma, qui sont juste des termes des factoriels. Bon, on va vite oublier cette densité-là et l'écriture un peu complexe de cette distribution. On va regarder graphiquement ce que ça donne. Alors, vous vous souvenez, donc deux paramètres, alpha et bêta. Alors, si je donne comme valeur à alpha et bêta la même, et qui vaut 1, on obtient cette densité plate, là, cette distribution plate. C'est la loi uniforme entre 0 et 1. Vous voyez ici, ça varie entre 0 et 1. Donc on a bien une distribution qui prend des valeurs entre 0 et 1. Et si vous mettez alpha égale bêta égale 1, vous obtenez l'uniforme entre 0 et 1. Alors maintenant, faisons varier un peu alpha et bêta. Si je prends alpha égale 2, donc le premier paramètre, et puis le deuxième bêta qui vaut 1, on a quelque chose qui devient un peu tarabiscoté. On a cette distribution-là qui nous dit que, en gros, les probabilités entre 0 et 0,2 sont il y a très peu de chances qu'on ait ces valeurs-là. Par contre, avoir des probabilités entre 0,8 et 10, on a de grandes chances que ça arrive, puisqu'ici, la probabilité est très forte. D'accord ? Maintenant, si je prends alpha égale 1 et bêta égale 2, eh bien, la densité est très forte ici, là, quand j'ai des petites valeurs de mon paramètre. Donc, les chances que j'obtienne une probabilité entre 0 et 0,2
quand j'ai une distribution bêta de paramètres 1, 2, elles sont très très fortes. Par contre, les chances que j'ai une probabilité entre 0,8 et 1, ici, quand j'ai une bêta 1, 2, elles sont très très faibles. Donc vous voyez déjà où je veux aller, c'est que en faisant varier alpha et bêta, je peux injecter de l'information a priori dans mon analyse, parce que je peux dire qu'ici, les valeurs entre 0 et 0,2, il y a très peu de chances que ma survie les prenne. Par contre, ici, entre 0,8 et 1, il y a de très grandes chances que ça prenne ces valeurs-là. Alors, on va éviter de mettre ce genre de distribution parce qu'elles sont vraiment l'uniforme 0,1, l'uniforme entre 0,1 ou la bêta 1, c'est la même chose. On va l'utiliser souvent. Et on va aussi utiliser des distributions un peu informatives. Enfin, informatives. On va essayer d'injecter cette information a priori sous la forme de bêta, de loi bêta, avec alpha et bêta égaux, souvent. Par exemple, ici, 2, 2, ce qu'on a, on a cette distribution avec unimodale, là, avec un seul en forme de cloche. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette distribution? Elle nous dit que, en gros, on a comme la densité est très forte ici, là, ici, ça correspond à quoi? Ça correspond à des probabilités moyennes autour de 0,5. Vous voyez, le petit Q ici vaut 0,5. Et puis, on voit que ça décroît à mesure que la probabilité augmente ou que la probabilité de survie dans ce qui nous intéresse diminue. On voit que la densité diminue. Donc, en fait, ce que nous dit ce prior ici, c'est que j'ai de grandes chances. Ce que je suppose a priori, c'est que ma survie, elle est plutôt autour de 0,5 ici, avec de fortes chances qu'elle soit là, vers 0,5, et avec une certaine variance autour de 0,5. Alors cette variance, elle vaut ce qu'elle vaut, on peut la calculer. Pour une loi bêta, on connaît la formule. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que si je prends, au lieu de prendre alpha égale bêta égale 2, maintenant je prends alpha égale bêta égale 10, vous voyez que je suis toujours centré en 0,5. D'accord? Donc j'ai de grandes chances que cette distribution prenne des valeurs à 0,5 ici. Mais par contre, on voit que la variabilité autour, la variation autour de cette moyenne, donc c'est la variance, quoi, elle est beaucoup plus petite que dans ce cas-là. D'accord? Donc la variance, elle diminue avec alpha égale bêta qui augmente. On peut le voir hein, dans la formule de la variance de la loi bêta, ça se voit. Et donc, comme ça, je peux injecter, je peux dire que par exemple ici, dans ces deux distributions, c'est la même moyenne que je suppose a priori. Par contre, j'ai une variance beaucoup plus petite dans ce cas-là que dans ce cas-là. Vous voyez comment on peut commencer à utiliser cette distribution bêta pour mettre de l'information a priori. Et puis, je vous ai mis ce dernier exemple qui est un peu plus, qui est intéressant, mais bon, si je prends alpha égale bêta en plus petit que 1, qui est autour de 0,8, en fait, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a quelque chose qui est à peu près équiprobable, c'est-à-dire on a à peu près les mêmes chances de tomber entre 0,2 et 0,4 qu'entre 0,2 et 0,6, qu'entre 0,6 et 0,8. Vous voyez, c'est la même chance à peu près. Et on a de fortes, fortes chances de tomber, d'avoir des probabilités de survie qui sont autour de 1 ou autour de 0. Bon, ce prior-là, il est un peu idiot, puisque vous êtes en train de dire que, en gros, vous avez de très fortes chances soit d'avoir une survie nulle, soit d'avoir une survie parfaite, d'avoir une survie de 100%. En termes d'information a priori, c'est pas très crédible. Hein. On est plutôt sur soit je ne sais pas vraiment que prend comme valeur la survie, donc je dis que c'est quelque part entre 0 et 1, et qu'il n'y a pas plus de chances que je tombe entre 0 et 0,2 ou entre 0,6 et 0,8 ou entre 0,8 et 1, donc c'est la distribution, c'est la loi a priori uniforme entre 0 et 1, bêta 1, ou bien, comme on le verra plus tard, j'ai un peu d'information a priori et je peux dire que j'ai une certaine moyenne, par exemple ici 0,5, et une certaine variance, et je traduis ça par cette distribution. Je peux t'interrompre, Olivier? Oui, vas-y, bien sûr. Non, là, tu as dit que le dernier était un peu idiot. C'est un peu plus compliqué que ça, peut-être, non? Parce qu'en fait, dans ton exemple, il est peut-être idiot, mais il y a un problème Ah, je t'entends pas. de distribution après. Il peut y avoir un problème. Ouais, ça coupe. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est pour tout le monde. Si Daniel coupe. Non, apparemment. Je vais réessayer. Je disais que dans certains exemples, il peut
quand on veut mettre un prior sur un paramètre qui est dans une certaine échelle, mais qu'après le paramètre est dans une autre échelle, on peut avoir des distributions comme ça au lieu de Ouais. mettre une distribution uniforme. Ouais, j'ai un exemple juste après qui illustre Ah, exactement ce que tu dis. Ouais. Disons que là, en fait, tu touches exactement ce que là je cherche. Si vous spécifiez ce genre de prior de loi a priori vous-même, c'est un peu idiot. Par contre, il peut se produire ce que décrit Daniel et que j'illustrerai juste avant, c'est que sans faire exprès, vous pouvez tomber sur cette distribution a priori, sans vous en apercevoir. Ça peut arriver, je vous montrerai un exemple juste après. Donc il faut vraiment y faire attention et le conseil qu'on donne souvent, c'est avant de se lancer dans l'analyse, de simuler l'a priori. Donc je vous montrerai des exemples juste après. De simuler des données qui vous permettent de tracer, comme je l'ai fait là, la distribution a priori que vous supposez, parce que ça vous permet de bien comprendre ce que vous avez mis a priori avant de combiner ça avec vos données. Donc on va voir un exemple juste après, mais ouais. Donc, en revenant à l'exemple des chevreuils, est-ce qu'il y a une autre question ou pas sur ça, sur la bêta? Alors, c'est une distribution qui est très très utile pour spécifier des a priori sur des paramètres qui sont des probabilités. Évidemment, si ce ne sont pas des probabilités, ben, vous avez tout un autre panel de distribution que vous pouvez utiliser a priori. Si c'est une moyenne, par exemple, dans une distribution normale qui varie entre moins l'infini et plus infini, ben, vous pouvez utiliser une loi normale, comme on le verra. D'accord ? Ici, là, la contrainte, c'est qu'on veut quelque chose qui varie entre 0 et 1. Donc la loi bêta, elle est très très bien pour ça. Donc on repart sur l'approche bayésienne. Donc je suppose que, a priori, je vais utiliser ma distribution bêta de paramètres. Ah ben, j'ai changé, c'est AB ou alpha bêta, peu importe. Et qui vaut ça. Ensuite, je vais supposer que ma vraisemblance, c'est une loi binomiale. C'est, je lance une pièce, en fait, je regarde si oui ou non chaque chevreuil survit ou pas à la fin de l'hiver. C'est comme lancer une pièce, en fait. Et je somme le nombre de survivants à la fin de l'hiver. Donc en bleu, j'ai la vraisemblance. Je reprends le même code couleur que pour le théorème de Bayes. Et puis en vert, c'est l'a priori. Donc, ce qu'on peut, je vous ai dit que j'allais ignorer le dénominateur, vous vous souvenez, donc je vais dire que, a posteriori, la probabilité de survie, sachant le nombre de chevreuils qui ont survécu, c'est proportionnel à, ce signe là, c'est proportionnel à ma vraisemblance binomiale fois mon prior, qui est ma loi bêta. Alors, la petite astuce là, c'est des choses qu'on fait souvent, c'est de réarranger les termes en exposant là, de θ et puis de 1 moins θ. Donc, si je les réarrange, je les mets ensemble, j'obtiens θ à la puissance le alpha, le petit a du prior, et puis le petit k, c'est le nombre de chevreuils qui ont survécu, moins 1, et puis 1 moins θ, petit b, c'est l'autre paramètre de la distribution a priori, n, c'est le nombre d'essais que j'ai fait, le nombre de chevreuils que j'ai relâché, petit k, c'est le succès, et vous voyez qu'en fait, on retombe sur une distribution bêta en θ à la puissance quelque chose, fois 1 moins θ à la puissance quelque chose, en moins 1, moins 1. D'accord ? Donc ça, si vous combinez une vraisemblance binomiale avec un prior bêta, eh bien vous retombez sur a posteriori, vous allez obtenir une loi bêta. Donc ça, c'est très très utile, c'est ce qu'on appelle c'est de la conjugaison. On a une vraisemblance qui est conjuguée de ce prior là, une vraisemblance binomiale avec un prior bêta, on retombe a posteriori sur un bêta. Donc c'est des distributions qui sont conjuguées. Bon, ça arrive jamais dans la réalité. Là, c'est un exemple pour faire les choses à la main, mais quand vous aurez à faire des vraies analyses avec des vraies données et puis des vrais modèles. Enfin, le binomial, c'est un vrai modèle, mais en gros, arriver à conjuguer les distributions, ça arrive quasiment jamais, quoi. Mais en tout cas, ici, ça marche. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, a posteriori, vous obtenez une distribution dont vous connaissez tout. Vous connaissez l'espérance, la variance, vous savez tout calculer, puisque vous avez la distribution et vous avez sa forme explicite. Donc, ce qu'on sait, c'est que ici, ce produit-là de la vraisemblance binomiale et du prior bêta, ça me donne une loi bêta de paramètres a plus k. Petit a, c'est le paramètre de prior et petit k, c'est le nombre de succès. Et puis, le deuxième paramètre de cette nouvelle distribution, ici a posteriori, c'est petit b, le paramètre du prior, n, le nombre de tentatives, et puis petit k, le nombre de succès. Et appliqué au chevreuil, c'est ce que je dis ici, appliqué au chevreuil, si on prend un uniforme entre 0 et 1, donc une bêta de paramètres petit a égale 1, petit b égale 1,
il suffit d'appliquer la formule. Hein. Petit a vaut 1, petit k, c'était 19 chevreuils qui ont survécu. Ensuite, on a petit b qui vaut 1 ici. Petit n, c'est le nombre de chevreuils que j'ai relâché, 57. Et puis petit k, c'est le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de chevreuils qui ont survécu à la fin de l'hiver, donc 19. Donc à la fin, on a une bêta. A posteriori, la survie suit une distribution de de bêta de paramètres 20 et 39. Donc je suis parti d'une bêta 1,1, uniforme entre 0 et 1. J'ai récolté mes données de survie de chevreuils au cours de l'hiver et j'ai mis à jour cette distribution a priori pour obtenir a posteriori la distribution de ma survie. Dans la modalité traitement. Il faudrait que je fasse le même calcul pour le contrôler. Donc ici, là, la distribution a posteriori, elle a une expression explicite. C'est la distribution bêta. C'est la formule de la bêta. Alors c'est facile à manipuler, hein, on sait calculer une moyenne, une variance, on a les formules exactes. Quoi. Dans la réalité, dans les analyses que vous aurez à faire, vous n'aurez jamais une forme explicite de votre distribution a posteriori. Il faudra l'approcher, comme on va le voir après. Donc dans notre cas, ce qu'on sait, c'est qu'en particulier, l'espérance, ou dans la moyenne pour faire court, d'une loi bêta de paramètres AB, c'est petit a sur la somme des deux paramètres. D'accord ? Et donc, puisque j'ai a posteriori une loi bêta de paramètres 20, 39, eh bien, la moyenne a posteriori, ça va être 20 sur 20 plus 39. Donc, c'est 20 sur 59. Et est-ce que c'est éloigné ou proche du maximum de vraisemblance qu'on obtenait, là, de 19 sur 57 ? Vous pourrez faire le calcul, c'est très très proche. Donc, c'est un résultat général. Hein. Là, l'approche bayésienne et l'approche fréquentiste, elles vont souvent, voire toujours être d'accord, c'est-à-dire qu'elles vont donner les mêmes estimations de moyenne a posteriori avec l'estimation par maximum de vraisemblance, si on a assez de données, c'est-à-dire si on dit souvent si la vraisemblance domine l'information que vous mettez dans l'a priori. Donc s'il y a assez d'informations sur le paramètre que vous cherchez à estimer dans la vraisemblance, donc dans les données que vous avez récoltées, peu importe le prior que vous allez spécifier, il va être dominé par l'information qu'on a dans la vraisemblance, et vous allez obtenir la même chose que ce que vous auriez obtenu en faisant du maximum de vraisemblance, donc du fréquentiste. Alors pourquoi ça marche ? En gros, ça vient du théorème de Bayes. Vous vous souvenez que dans le théorème de Bayes, vous avez quoi ? Bref, vous avez la vraisemblance fois le prior. Bon, si le vrai résultat général, c'est que le mode de votre distribution a posteriori, c'est exactement le maximum de la vraisemblance, par définition, en ignorant le prior. Donc, s'il y a assez d'informations dans la vraisemblance, vous pouvez ignorer le prior, et donc le mode de la distribution a posteriori, c'est exactement le maximum de vraisemblance que vous obtiendrez normalement, classiquement. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne ? En noir, c'est l'a priori, donc c'est une distribution uniforme entre 0 et 1. Donc je suppose que avant que j'ai récolté les données, avant de voir les données, avant de faire cette expérimentation-là, eh bien, j'ai les mêmes chances que ma survie hivernale soit entre 0,8 et 1, ou bien entre 0 et 0,2, ou bien entre 0 et 0,6. Donc ça, c'est ce que me dit la droite en noir, là, la distribution en noir. Pardon. Et puis quand je combine ça avec les données, eh bien, j'obtiens cette distribution bêta, là, 20,39, en rouge, qui me dit que, en gros, ma moyenne, elle est autour de la moyenne de cette distribution, elle est à peu près par là, autour de, on va dire, 0,35, 0,33, qui vaut 20 sur 20 plus 39. Ça, c'est ce que me dit le calcul de probabilité sur une loi bêta. Je sais calculer son espérance. Et si je fais, voilà, si je trace l'estimation du maximum de vraisemblance de cette survie, qui vaut 19 sur 57, c'est autour de 0,33 aussi, ici. Donc les deux coïncident. Vous voyez qu'en bleu, on obtient le mode, qui est aussi la moyenne et la médiane, parce que cette distribution est symétrique, qu'on obtiendrait a posteriori avec le bayésien. Okay, donc les deux coïncident. Il faut pas. Et évidemment que les deux coïncident, puisque quelque part, on utilise la vraisemblance dans les deux cas. Hein. Dans le bayésien, on a la vraisemblance dans le théorème de Bayes, et dans le maximum de vraisemblance, comme son nom l'indique, on maximise la vraisemblance. Donc les deux ont des liens forts quand même, l'approche bayésienne, et l'approche fréquentiste. Les différences qu'on a vues pour l'instant, c'est dans le bayésien, j'obtiens toute une distribution au lieu d'une estimation ponctuelle avec un intervalle de confiance que je n'ai pas tracé là. Donc on a toute la distribution et c'est elle qui capture tout.
une valeur une moyenne, une variance, un intervalle on va appeler ça un intervalle de crédibilité en bayésien, bref. Elle va capturer toute l'incertitude qu'il y a autour de cette estimation. Et puis la deuxième chose qu'on a vue, c'est que dans le bayésien, on a cette distribution a priori, cette information a priori qu'il faut spécifier c'est de là qu'on part. On part de ce qu'on sait avant de faire la récolte de données, avant de faire l'expérimentation. Et puis on met à jour cette connaissance a priori par ce qu'on récolte comme données, quoi. Voilà. Et c'est ce phénomène de mise à jour, ce processus de mise à jour qui est capturé par le théorème de Bayes. Ok, donc pour le moment, ce qu'on a vu, en plus de la normale, on a vu donc ce type de modèle. Alors j'introduis quelques notations parce que je vais les réutiliser plus tard quand les modèles vont être un peu plus compliqués. On a des données, enfin un échantillon ici qui est supposé suivre. Donc c'est des données qui suivent, c'est le tilde ici, une loi binomiale de paramètres n, c'est le nombre de tentatives, θ, c'est la probabilité de succès. Donc ça, c'est la vraisemblance. Et puis ensuite, pour spécifier le modèle bayésien, ça fait partie intégrante du modèle, hein, c'est le prior, c'est-à-dire que sur la probabilité de succès, là, le θ, je suppose que ça suit une loi bêta de paramètres 1, 1. Je vous rappelle, c'est uniforme entre 0 et 1. C'est la courbe plate que vous avez vue en noir dans la diapo précédente. Et ça, c'est l'a priori pour θ, le paramètre qui nous intéresse. Donc je vais souvent utiliser ces notations où on a la partie mathématique ici, et puis le texte là, c'est des notations que j'ai emprunté à McElrath, que j'ai déjà cité, le bouquin Statistical Thinking, qui est pas mal parce qu'il donne à la fois une description verbale du modèle et puis une description un peu plus mathématique. Et donc là, j'insiste, quand on spécifie un modèle en bayésien, il nous faut la vraisemblance et l'a priori, d'accord ? C'est la combinaison des deux qui nous donne le modèle. Le prior fait partie intégrante du modèle bayésien, du modèle tel qu'on le spécifie en bayésien. Il n'y a pas vraiment de modèle bayésien, mais il y a une implémentation en bayésien. Ok, est-ce que ça va, ça ? Donc, dit autrement, ça c'est la couverture du bouquin de Kruschke, là, de John Kruschke. Qu'est-ce que ça dit ? Ça fait une petite pause en même temps. Ça dit quoi ? Ça dit que la probabilité a posteriori là, de θ, sachant les données, en fait, c'est ce petit chien avec les oreilles qui sont à moitié pliées. Vous voyez, elles sont à moitié pliées. Ben, comment on obtient cette photo-là ? Ben, on obtient ça comme la combinaison de quoi ? De la vraisemblance. C'est-à-dire qu'on a un chien avec les oreilles dressées. Donc c'est la probabilité des données sachant le paramètre, fois l'a priori, et l'a priori c'est les oreilles qui sont complètement baissées, vous voyez. Et, ce chiot il a les oreilles complètement baissées. Et puis vous vous souvenez dans le théorème de Bayes, c'est divisé par la probabilité des données, la probabilité de D ici. Et là, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une quantité dont on ne va pas se servir, donc on a un chien qui bâille parce qu'en gros il s'ennuie puisqu'il ne sert à rien en fait. C'est la couverture du bouquin de Kruschke qui est assez extraordinaire, je trouve. Voilà. Alors, c'est prior. On en a un peu parlé, mais on va y passer du temps. On peut peut-être. Alors, quelle heure il est ? Il est 12h10. On finit, on a dit à 12h30, c'est ça ? Ouais, 12h30. 12h30. Ou alors, ouais. Ou alors, on peut arrêter là si vous préférez, reprendre un peu plus tôt. Hein, c'est comme tu veux. Bon, on peut faire on peut avancer ce qu'on peut jusqu'à 12h30. Ça, hein, c'est assez. C'est plutôt intuitif. Hein, c'est une discussion autour des priors. Vous verrez, c'est pas. Il n'y a pas de. Ok. Ok, alors, je vais prendre un peu de temps pour parler de cette idée d'a priori. On a commencé un peu à en parler avec la question de Daniel et on va plonger dedans parce que c'est comment dire, c'est l'objet de beaucoup de discussions qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années quand le bayésien a commencé à prendre son envol, hein, où les détracteurs du bayésien insistaient beaucoup sur la subjectivité qu'on pouvait associer à la spécification du prior. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme et on voit le prior comme une force du bayésien. C'est quelque chose qui permet justement d'aller plus loin et d'intégrer de l'information qu'on aurait a priori. Bon, dans le cas le plus pragmatique, on ignore totalement ça et puis on oublie qu'on a un prior et on utilise juste le bayésien parce que derrière, on peut utiliser ces méthodes MCMC qu'on verra plus tard. Alors, un petit détour. L'influence du prior, on a commencé à en parler un petit peu.
Alors, si je reprends l'exemple sur les chevreuils, là, mais au lieu de prendre, vous vous souvenez, le prior uniforme entre 0 et 1, je prends le prior dont on a discuté avec Daniel, qui nous dit que, toujours en noir, hein, l'a priori est en noir et la distribution a posteriori est en rouge. Donc, si je prends le prior en noir et je dis que, avant de récolter les données, donc j'ai une bêta de paramètres 0,5, 0,5, je dis que j'ai de fortes chances que ma survie hivernale soit de 0, donc vous voyez que la densité, a priori, elle est très très forte ici, ou bien en 1 ici. Donc en gros, j'ai deux choix. A priori, je me dis, soit la survie est nulle, soit la survie est de 100%. Bon, encore une fois, c'est pas forcément un a priori très, très malin, mais bref, je veux voir si oui ou non, selon que je mets de l'information différente a priori, quand j'ai des données comme j'ai sur mon expérience là, sur mes chevreuils, est-ce que ça influence ou pas a posteriori l'estimation que je vais obtenir de ma survie hivernale. Et alors vous voyez ici que, eh bien, quand je prends cet a priori complètement idiot, hein, disons-le, eh bien, a posteriori, la courbe en rouge que j'obtiens, c'est encore quelque chose qui est plutôt satisfaisant, puisque c'est toujours centré sur 0,33, on va dire. En gros, ma courbe en rouge n'a pas changé, que j'utilise une distribution a priori 1,1, donc une forme entre 0 et 1, ou bien c'est a priori ici qui est un peu débile, qui est un peu fou. Et vous pouvez calculer que a posteriori, la distribution, c'est une loi bêta, comme on l'a vu hein, par les calculs qu'on a fait, avec des paramètres qu'on peut calculer à la main. Il suffit d'ajouter, alors c'est le nombre de succès plus le premier paramètre du prior, et puis c'est le nombre de tentatives, moins le nombre de succès, moins 1 ou plus le nombre de succès. Enfin bref, vous verrez la formule. Donc il semblerait que la sensibilité de mon inférence a posteriori, donc la courbe en rouge ici, est complètement insensible. Enfin, la sensibilité insensible. Bref, l'inférence a posteriori est insensible à la spécification de mon prior. Quel que soit le prior que je spécifie, j'obtiens toujours la même courbe en rouge. Et ça, c'est plutôt une propriété agréable. Hein. On a envie de vérifier que, a posteriori, quel que soit le prior qu'on obtient, qu'on spécifie, on obtient bien la même chose. Et ça veut dire, c'est encore le résultat général dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'ici, dans le cas qui nous intéresse, on a récolté des données qui sont très 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 informatives sur ma survie hivernale. Bah ouais, j'ai relâché je ne sais plus combien de chevreuils et puis j'ai regardé effectivement combien il y en avait qui avaient survécu. Donc on ne peut pas mieux informer une estimation de la survie qu'en faisant comme ça, quoi. Donc c'est complètement insensible. Alors je peux faire varier les priors, hein. Je peux prendre ce prior là qui me dit qu'en gros, j'ai quelque chose de quasiment plat, sauf que quand même autour de 0,5, la moyenne est que j'ai quand même de plus grandes chances d'avoir des valeurs entre 0,3 et 0,7, on va dire, qu'autour de 0 et de 1, quoi. Donc ça, c'est un prior qui est un peu plus intéressant. Et alors j'ai pris celui-là qui est encore plus fou que celui qui me disait que c'était soit 0, soit 1. Et là, on commence à voir des choses. C'est que quand je dis que, vous voyez, a priori, en noir, ici, je dis que la survie hivernale, si j'ai pas récolté des données sur les chevreuils, population de chevreuils, et puis en général, ma survie est forcément entre, elle est non nulle à partir de, on va dire, 0,75, et puis elle a de très très fortes chances de prendre une valeur proche de 1, quoi. Donc là, je lui dis qu'a priori, je suis sûr que je sais que ma survie, elle est forcément au-dessus de 0,7, presque 0,75. Ouais. Elle ne peut pas prendre des valeurs en dessous de. Les chances que cette survie hivernale prenne des valeurs en dessous de 0,75, elles sont nulles. Donc là, c'est un très très fort a priori, quoi. Et vous voyez qu'à posteriori, la courbe en rouge, elle a eu tendance, elle est partie de là, de 0,33, et là, elle se décale pour aller. En fait, j'ai mis à jour ce prior noir là. J'ai décalé vers la courbe rouge, mais quand même, j'ai pas pu décaler jusqu'à 0,33 comme tout à l'heure, parce que je lui dis a priori, et c'est très très fort ce que je pense, c'est que ma survie, c'est sûr, elle est nulle en dessous de 0,75,
Et c'est juste que voilà, elle prend des valeurs, c'est enfin, j'ai de grandes chances qu'elle prenne des valeurs proches de 1 ici, puisqu'on voit que la densité, elle, elle atteint des valeurs énormes ici. D'accord? Donc en fait, c'est comme si j'avais poussé vers la gauche cet a priori noir pour aller vers a posteriori, mettre à jour avec les données que j'ai récoltées de survie hivernale de mes chevreuils pour aller vers la courbe en rouge. Mais je ne peux pas aller jusqu'à là parce que, a priori, je suis parti de cette courbe-là qui me dit que c'est quasiment sûr que je suis entre 0,8 et 1, avec de fortes probabilités autour de 100% de survie. Donc voilà un peu cet exercice d'étude de la sensibilité de l'inférence a posteriori, la courbe en rouge, à la spécification du prior. Donc ça, il faut essayer de le faire assez souvent pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dans les données. Est-ce que mes données sont assez informatives sur le paramètre que je cherche à estimer? Et puis essayer de comprendre un peu l'influence du prior sur cette inférence a posteriori, donc l'influence que a cette courbe en noir sur la courbe en rouge. C'est très 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 important de faire ça. Bon, dans notre cas-là, on a beaucoup de données sur l'estimation du paramètre de survie, mais dans des problèmes où vous aurez plein de paramètres, il peut se passer que les données sont moins informatives sur un certain type de paramètres, auquel cas le prior sera très très influent. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez une certaine confiance dans le prior, vous l'avez informé de manière un peu scientifique, un peu maligne, à ce moment-là, très bien. Si a posteriori vous récupérez ce que vous avez mis a priori, c'est pas très très grave. Par contre, si vous avez utilisé des valeurs comme ça qui sont peut-être pas très malines, là, il faudra faire attention. Donc le rôle du prior, donc c'est un moyen commode, pratique d'injecter, d'incorporer de l'opinion d'expert, de l'avis d'expert, ou de l'information à partir d'études précédentes ou bien qui sont reliées à l'étude que vous êtes en train de faire. Autrement, c'est assez difficile. En fréquentisme, c'est assez difficile d'injecter cette information a priori. On peut utiliser des contraintes, mais c'est pas vraiment une mise à jour de l'a priori on peut mettre des contraintes sur des paramètres, mais c'est pas vraiment exactement ce qu'on fait en bayésien. Et puis c'est pas aussi naturel de le faire. Il n'y a pas ce processus de mise à jour de l'a priori, de vos connaissances a priori par ce que vous récoltez dans vos données, ce que vous avez dans vos données. Alors, c'est ce que je disais, avec des données un peu creuses, des données qui ne sont pas forcément informatives sur toutes les composantes de votre modèle, eh bien, le rôle du prior va être de pouvoir faire de l'inférence sur ces paramètres sur lesquels on n'a pas autant d'informations. Et comme je l'ai dit, si vous avez des jeux de données qui sont très très informatifs, des gros jeux de données qui informent beaucoup sur les paramètres qui vous intéressent, eh bien, l'a priori n'aura pas un gros effet sur l'inférence a posteriori. Ça se vérifie avec une sensibilité comme on l'a fait là. Alors, je pense que là c'est pour oui. Alors, donc pour l'instant, ce que j'ai utilisé, l'uniforme entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle on peut appeler ça un a priori non informatif, au sens où j'ai pas vraiment dit qu'il y avait une région de ce domaine entre 0 et 1 qui était plus favorable à la survie que notre. On a la même chance de tomber dans des faibles survies que dans des survies moyennes ou dans des survies fortes. Des priors informatifs, ça permet comme on l'a dit, de refléter de l'information qu'on aurait avant de récolter ces données. Et il faut que ce soit indépendant de l'étude que vous êtes en train de faire, évidemment, sinon ça se mord un peu la queue. Alors, comment on va incorporer cette information a priori? Il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en montrer un. On va prendre un exemple en capture-recapture. Alors, c'est des données que vous connaissez, où on code en 1, 0, 1. J'ai vu un individu, je l'ai raté et je l'ai redétecté à la troisième occasion, pour prendre un exemple. D'accord? Alors, je vais prendre une population ouverte où il y a de la mortalité qui arrive. Et puis, le modèle le plus simple, ça va être un modèle où j'ai besoin de spécifier la survie et puis j'ai besoin de la probabilité de survie et la probabilité de détection. Donc, par exemple, si je veux écrire la probabilité que cet événement se produise, c'est-à-dire j'ai détecté l'individu, je ne l'ai pas détecté et puis je l'ai détecté à la dernière occasion. Alors, c'est le modèle de Cormack-Joly-Sieber. Je conditionne à la première occasion, là, à la première occasion de capture. Eh bien, je vais avoir, comme je sais que j'ai été détecté à la dernière occasion, j'ai survécu sur le premier intervalle de temps avec une probabilité de survie phi. Et puis,
je n'ai pas été détecté à la deuxième occasion, donc une probabilité 1 moins P. Et ensuite, j'ai survécu sur le deuxième intervalle de temps, ici, donc avec une probabilité phi. Et puis, je suis détecté à la dernière occasion, la troisième occasion, avec une probabilité petit p. Donc, la probabilité à la première occasion, comme je conditionne par rapport à cette occasion-là, le p vaut 1. D'accord, donc, il n'apparaît pas ici, mais il y aurait un petit p si on faisait sauter ce conditionnement. Donc là, c'est la probabilité pour un individu donné, et vous pouvez faire ça, donc c'est un morceau de la vraisemblance, hein. C'est la vraisemblance pour cet oiseau en particulier, et vous pouvez faire ça pour tous les oiseaux de votre jeu de données, de votre expérimentation, de votre étude. Alors on va supposer qu'on va faire une analyse un peu une analyse bayésienne, hein, et que j'ai aucune information sur la survie a priori de mes oiseaux, hein. Je sais juste que c'est une probabilité, donc ça varie entre 0 et 1. Donc comme pour les chevreuils, je vais a priori spécifier une loi bêta entre de paramètres 1 et 1, donc une uniforme entre 0 et 1. D'accord ? Et alors comme donnée, ce que je vais utiliser, alors est-ce que je l'ai... Pardon. Oui, voilà. Passons ça, parce que c'est un petit peu, c'est pas la peine. Là. Donc les données que je vais utiliser, c'est des données sur des simples plongeurs là qu'on voit souvent quand on se balade en rivière. Et là, c'est des données qui ont été récoltées par un collègue qui s'appelle Gilbert Marzolin sur les années 80 et 87. Là. C'est un jeu de données qui est très très connu dans la littérature en capture et capture sur les vertébrés terrestres, hein, parce que c'est un jeu de données qui a été... c'est une des premières personnes qui a rendu accessible son jeu de données, qu'il a ouvert, qu'il a partagé dans les années 80, on va dire 80, 90. Et donc, il y a beaucoup de gens pour développer des méthodes qui ont utilisé ce jeu de données-là. À ma connaissance, en dynamique de population, c'est un des premiers qui a partagé ces données. Alors, si on n'a pas d'informations a priori, et qu'on utilise donc notre uniforme entre 0 et 1, a posteriori, en appliquant le théorème de Bayes, donc j'ai mon a priori sur la survie, j'ai ma vraisemblance de capture-capture, là, que j'ai noté, ce produit la survie par détection, et bien a posteriori, ma survie, ça va être 0,56 avec un intervalle de crédibilité. Alors c'est l'intervalle de confiance en gros, hein, c'est je coupe, je redonne mes données là dans ma distribution et puis je coupe 2,5% à gauche, 2,5% à droite, on va voir ça en détail après, hein. Et puis ça me donne cet intervalle de crédibilité autour de ma survie, là, a posteriori. J'obtiens une survie de 0,56. Bien. Ça, c'est quand je suppose que je n'ai pas d'information a priori. Alors maintenant, dans l'étude qui m'intéresse, là, c'est un papier qui est sorti dans le Journal Applied Ecology il y a une dizaine d'années maintenant. Et, alors, les auteurs supposaient que, indépendamment de l'étude qu'on fait ici sur le 5, là, dans une rivière donnée, ben les auteurs, ils ont fait une petite méta-analyse où ils ont relié la masse corporelle à la survie annuelle de 27 espèces de passereaux, alors pas le 5, là, d'autres passereaux, d'autres petits oiseaux, 27, pour lesquels ils avaient à la fois la masse corporelle et la survie annuelle qui avait été estimée par capture-capture ou par autre chose. Donc en gros, ils ont une régression où ils ont la survie en ordonnée, la masse en abscisse pour 27 espèces d'oiseaux, comme ça, et ils obtiennent une certaine relation qui va leur donner la survie en fonction de la masse. Eh bien, on peut utiliser cette relation pour prédire, pour estimer, a priori, hein, sans que j'ai récolté mes données dans ma rivière, peu importe là, sur mon cycle, mais je peux prédire une survie de mes cycles en utilisant ce que je sais sur la masse corporelle. Alors, on sait que pour le 5, je ne sais plus, c'est quelques dizaines de grammes, eh bien, je peux prédire la survie de mon espèce de cycle. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils disent, voilà, on va dire que la masse corporelle de mes cycles, c'est autour de 60 grammes. Eh bien, en utilisant cette relation que les auteurs ont calibrée sur 27 espèces de passereaux, on obtient une estimation de 0,57 en utilisant cette droite de régression, là, avec une certaine précision. Donc ça, j'ai pas récolté de données de capture-capture, c'est juste en utilisant ce que je sais a priori sur cette relation allométrique entre masse et survie. D'accord ? Et j'aimerais bien pouvoir injecter cette information a priori dans mon analyse maintenant en combinant avec mes données de capture et capture. Alors comment je vais faire ça? Alors les auteurs, ils ont utilisé une méthode un peu simple, mais qui marche bien, hein. Comment ils ont fait? Ils ont dit, plutôt que de supposer que a priori ma survie varie, enfin est distribuée comme uniforme entre 0 et 1, maintenant je vais utiliser une loi normale
que je vais centrer sur la valeur que j'ai prédite grâce à ma relation allométrique, là, par relation masse-survie, calibrée sur mes 27 espèces de passereaux européens. Et puis de variance, eh bien, l'écart type que j'ai obtenu par la prédiction, là, au carré. D'accord? Donc ça, c'est ce que je sais. Je n'ai pas fait encore mon étude par capture et capture. C'est ce que je sais en utilisant la littérature et puis en calibrant une petite relation masse-survie qui va bien. Donc c'est ce que je sais a priori. Alors vous remarquerez que utiliser un prior normal, une distribution normale pour un paramètre qui est une probabilité, c'est peut-être pas forcément super malin. C'est un peu risqué, au sens où on peut avoir des valeurs qui vont au-delà de 1 ou qui deviennent négatives. Bon, il se trouve que là, comme je la centre sur 0,57 et que j'ai une variance qui est très très petite, il y a peu de chances que ma distribution prenne des valeurs négatives ou supérieures à 1. Mais bon, c'est pas forcément super satisfaisant sur un point de vue, d'un point de vue théorique, mais on verra plus tard qu'on peut réutiliser la loi bêta, comme on l'a fait avant, pour utiliser ces valeurs-là de manière informative. Mais en tout cas, bon, bref. Si je prends mon prior qui intègre ma relation allométrique, a posteriori, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens à nouveau 0,56 avec un intervalle de crédibilité qui est très très proche de celui que j'obtenais quand je supposais que je n'avais pas d'information a priori. 51, 61. D'accord? Bon, là, l'information que j'avais a priori, elle ne m'a pas vraiment servi à grand chose parce que j'obtiens exactement la même chose que si j'avais complètement ignoré cette information a priori. D'accord? Alors, je vous rappelle que dans les données de capture et capture, dans le joli jeu de données qu'a récolté Gilbert, là, il y avait 7 ans de données. D'accord? Donc, en fait, c'est encore le résultat général dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous avez une vraisemblance et des données qui sont très informatives sur le paramètre que vous cherchez à estimer, ici la survie de mes 5, eh bien, en fait, quel que soit l'a priori que vous allez spécifier, qu'ils soient informatifs, pas informatifs, complètement débiles, il n'y aura pas d'influence a posteriori. Et ici, c'est ce qu'on voit. A posteriori, j'obtiens exactement la même chose que je mette de l'information a priori ou bien que j'en mette pas. Alors maintenant, on va changer un peu l'histoire et on va supposer que, au lieu d'avoir mes 7 années de données, eh bien, j'en ai fait beaucoup moins. Et au lieu d'avoir fait 7 ans de capture-recapture dans ma rivière que j'aime bien, là, eh bien, j'ai fait que 3 années de terrain et j'ai récolté que 3 années de données, au lieu des 7 que j'ai et dans l'analyse que j'ai faite juste avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Alors, il se passe que, bah, en fait, comme on s'y attend, hein, comme on s'y attend parce que c'est un cours sur le bayésien et sur une partie sur l'information qu'on peut injecter dans l'a priori, eh bien, ce qu'on obtient, c'est qu'en gros, en moyenne, on va avoir à peu près la même chose quand je vais mettre l'information a priori là, avec ma relation métrique. Et ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue de la précision que je vais assigner, que je vais avoir autour de cette moyenne a posteriori, eh bien, je vais avoir un gain fort de cette précision en injectant l'information a priori. On passe de cette largeur de l'intervalle de crédibilité là, qui est de 0,47 quand je ne mets pas d'information a priori, à une largeur de 0,30, donc un intervalle de crédibilité qui est beaucoup plus restreint, qui me dit que je suis beaucoup plus précis autour de cette valeur estimée a posteriori, de moyenne, là, quand je prends l'information a priori, avec cette relation allométrique. On a un gain de précision a posteriori en injectant de l'information a priori. Graphiquement, ça donne ça. En bleu, ça a un peu changé la moyenne. J'avais oublié ça aussi. En bleu, ce qu'on a, c'est l'inférence a posteriori quand je ne mets pas d'information, quand je dis simplement que la survie varie entre 0 et 1, selon une loi uniforme. Et en rouge, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens l'inférence que a posteriori sur ma survie de 5, quand j'ai intégré l'information a priori avec ma relation métrique là, sur mes 27 espèces de passereaux qui me permet de prédire, sans avoir de données de capture et capture, a priori la survie de mon 5. Donc on voit que bon, ça a un peu modifié aussi. Ouais, si ça a un peu modifié la moyenne a posteriori, là, on voit que le mode il est un peu décalé vers la gauche. Mais surtout, on voit qu'en termes de précision, la loi normale, enfin la loi, pardon, c'est pas du tout une loi normale, la loi que j'obtiens a posteriori, elle est beaucoup plus piquée, là, on voit qu'elle est beaucoup plus échancrée que cette loi en bleu, là, qui est beaucoup plus étalée. Donc en termes de précision autour de cette variabilité autour de la moyenne, de la distribution, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis en rouge en injectant l'information a priori. Alors, dernière chose peut-être avant qu'on s'arrête, qu'on fasse la pause de midi.
Vous vous souvenez, je vous ai fait une petite remarque en vous disant, a priori, ils ont utilisé une normale avec, avec les paramètres de la relation géométrique. Et pour un paramètre qui est une probabilité, utiliser une normale, c'est pas forcément très satisfaisant. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire en utilisant notre fameuse loi bêta. Euh, donc, on veut essayer d'injecter cette information a priori, mais en contraignant notre survie à bien être entre 0 et 1. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la loi bêta qui est vraiment la distribution de choix pour faire ça. Alors, ce qu'on sait sur la loi bêta, c'est que, alors vous attardez pas trop sur les formules, mais ce qu'on sait, c'est qu'on sait calculer sa moyenne. C'est juste le ratio du premier paramètre, là, alpha, sur la somme des deux paramètres. Et on sait calculer sa variance, qui est une formule un peu plus compliquée, mais on voit c'est le produit des deux paramètres divisé par la somme des paramètres au carré et la somme des paramètres plus 1. D'accord ? On sait calculer moyenne et variance de cette distribution. Donc maintenant, mon problème, moi, c'est que ce que j'ai, c'est que j'aimerais pouvoir dire, OK, je sais ma moyenne a priori, je sais que c'est 0,57 là, selon ma relation géométrique, et je connais aussi cette précision, la précision que j'ai sur cette moyenne a priori, parce que c'est ma relation géométrique aussi qui me donne une précision sur la prédiction qui vaut 0,07, je ne sais plus exactement. 0,073, d'accord. Donc moi, j'ai pas exactement ce qu'il me faut, j'ai pas directement mes paramètres alpha et bêta, mais j'ai la moyenne de ma bêta qui vaut 0,57 et j'ai la variance de ma bêta qui vaut 0,07 au carré. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut que je spécifie comme paramètre de ma loi bêta, alpha et bêta, de manière à ce que je retombe sur la moyenne de ma bêta vaut 0,57 et la variance vaut 0,07. Vous voyez le problème? Donc en fait, il faut que je tourne cette équation-là ce système de deux équations, il faut que je le résolve pour trouver alpha et bêta en fonction de ma moyenne et ma variance. Et donc ça, c'est assez facile à faire, hein, il faut juste y passer un peu de temps. Donc, je récapitule. Ce qu'on sait a priori dans l'exemple sur les captures et captures, c'est que la moyenne de survie de mes 5, c'est 0,57 et la variance, c'est 0,07 au carré. Et donc, on connaît la moyenne et la variance en fonction de alpha et bêta, les paramètres de la bêta. Et maintenant, il faut que je résolve ce système pour avoir alpha en fonction de la moyenne et de la variance et bêta en fonction donc de alpha, qui dépend de la moyenne et de la variance, et puis de la moyenne ici. Donc, la résolution de ce système, elle est connue, hein, ça donne ça. Et donc, en fait, avec ça, on peut trouver les paramètres de la loi bêta qui coïncident exactement avec une moyenne et une variance d'une distribution a priori qu'on connaît. D'accord? Donc, il suffit de remplacer mu et sigma par les valeurs qu'on a ici, là, 0,57 et 0,073, pour obtenir, eh bien, pour alpha, ça va être 25, et puis pour bêta, le deuxième paramètre de la loi uniforme, ça va être 19,3. Donc ça va être mes paramètres alpha et bêta pour la loi a priori, que je vais spécifier, qui me donne exactement une moyenne de 0,57 a priori et une variance de 0,07. Vous pouvez faire l'exercice dans l'autre sens. Hein. D'ailleurs, c'est l'exercice que je donne après. Hein. Donc, plutôt que d'utiliser une normale centrée en 0,57 avec une certaine variance, en prenant le risque que j'ai des valeurs négatives ou des valeurs au-dessus de 1, eh bien, je vais prendre une loi bêta de paramètres alpha égale 25,6 et bêta égale 19,3 et ça, si je le calcule maintenant, l'espérance et la moyenne de cette distribution, bêta 25,6,19,3, ça me donne exactement 0,57 et sa variance, ça me donne exactement 0,073 au carré. Et plutôt que d'utiliser cette normale là, qui me fait courir le risque de pas être dans les clous d'une probabilité. Donc c'est ce qu'on appelle faire coïncider les moments de distribution. Donc ici, j'ai essayé de faire coïncider les moments que j'ai calculés empiriques là, moyenne et variance de ma distribution de ma relation géométrique avec les moments de la loi bêta. Voilà. Et donc, comme ça, je peux refaire l'analyse. Hein, je peux utiliser ça comme prior et puis utiliser ma vraisemblance de capture et capture. Et puis, j'obtiendrai exactement les mêmes résultats que tout à l'heure. Hein. C'est juste que comme ça, je suis sûr qu'a priori, je ne prends pas des valeurs négatives ou supérieures à 1. Est-ce que c'est clair? Ça va? Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, non? Parce qu'il est
mais un peu plus de midi et demi, un peu plus tard que midi et demi, et reprendre plus tard. Est-ce qu'il y a des questions sur l'a priori là, vous voulez qu'on discute 2 minutes dessus? Vous avez trop Oui. faim? Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Ouais. Je peux reformuler ma question. En fait, parce que tu as fait un exemple, c'est 0,808, mais après 0,05, c'est je crois ce qu'on appelle les priors de Jeffrey, non? Les Jeffrey Ouais. priors. Dans le cas où, par exemple, tu veux mettre une. Tu vois, quand on travaille sur la mortalité, mettons, la Ouais. mortalité sont exprimées sous forme exponentielle. Mm. Et donc, si tu veux mettre une distribution a priori plate dans l'échelle exponentielle et après que dans ta formule, tu utilises des valeurs en log ou en normal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça après. C'est l'exemple que tu es en train de décrire. Comment tu. Alors, c'est ce qu'on conseille de faire de plus en plus là, c'est ce qu'on appelle de vérifier ce qu'on appelle le prior predictive checks, c'est de simuler les priors qu'on utilise. Donc, par exemple, c'est exactement l'exemple que tu décris, mais en logite, quoi. Par exemple, si j'écris que ma survie sur l'échelle logite, c'est un paramètre que je cherche à estimer bêta, et que je spécifie le prior sur cette échelle-là, comme une loi normale de paramètres 0 et puis une certaine variance, on va dire 100, là, je peux la tracer, ce prior-là. Je peux tracer le prior que ça me donne sur ma mortalité ou ma survie, peu importe sur quelle échelle on est, quoi. Et on voit qu'on retombe sur le cas qu'on avait tout à l'heure, là. C'est ça que je pensais que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'on spécifie sur l'échelle logique, le prior que je spécifie sur bêta, il est bien non informatif, c'est une loi normale qui est plate, quoi, qui est centrée en 0, soit, mais avec une variance tellement grande que c'est complètement plat. Par contre, quand je transforme ce bêta pour retomber sur phi, eh bien, j'obtiens bien quelque chose qui n'est pas du tout non informatif, qui est bien très informatif et qui me dit que, a priori, ma survie, elle est soit de 0, soit de 1, quoi, en gros. Et donc, pour faire ça, pour avoir un prior qui soit un peu plus raisonnable, une fois que je le transforme, que je retransforme, que je prends le logit inverse, là, le réciproque, eh bien, au lieu de mettre une loi normale 0 avec une énorme variance, je vais toujours prendre une loi normale centrée en 0, mais au lieu de prendre 100, qui n'est pas très intéressant, je vais prendre, qui est toujours non informatif sur bêta, hein, et je vais prendre 1,5 au lieu de prendre 10. Et si je fais ça, eh bien, le prior que j'obtiens sur la survie, il est beaucoup moins informatif que celui que j'avais avant. On obtient une distribution qui est quasiment uniforme là, sur les valeurs 0,1, 0,9, et puis qui me dit que les valeurs extrêmes, et ça m'arrange plutôt pas mal, sur les valeurs extrêmes, j'ai une très faible chance de les obtenir, quoi. Donc ça m'évite en particulier les paramètres estimés aux bornes. Donc ça, c'est pas mal. Donc en fait, là, voilà, ce qu'on conseille de faire, c'est de simuler a priori. Là, j'ai pas du tout utilisé ce que j'ai comme données, hein. J'ai juste simulé a priori le prior que je voulais utiliser. Et on voit bien que selon sur quelle échelle je me place, je peux avoir quelque chose qui est non informatif sur une échelle logite. Et puis dès que j'applique la transformation inverse, réciproque, pardon, j'obtiens quelque chose de très très informatif qui me dit qu'il y a très peu de chances que j'obtienne les valeurs médianes, moyennes. Par contre, les valeurs extrêmes, elles ont a priori, elles ont de très fortes chances de se produire. Il faut faire attention. Et là, en particulier sur des analyses de capture et capture, on utilise souvent le logit. Il faut faire attention quand on utilise ces paramètres-là, ces paramètres avec des grosses variances. Et alors, ça marche aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Bon. Quand on n'est pas sur quand on est sur l'échelle naturelle, là, quand on n'est pas sur l'échelle logique, par exemple dans une régression linéaire toute bête, et qu'on veut spécifier des priors sur les pentes, par exemple, de certains effets, ou sur l'intercept, hein, il faut essayer de le faire dans la mesure du possible en étant raisonnable, quoi. Par exemple, ici, dans l'exemple de la taille, c'est quoi? C'est la taille de quoi ça? Ouais, c'est l'exemple sur la taille que j'avais pris tout à l'heure. Je peux utiliser un prior, par exemple, 0 et puis avec une énorme variance pour dire que je veux une loi normale qui soit vraiment très très plate. Et si je simule ça, j'obtiens cette distribution-là. Et donc les chances que j'obtienne des valeurs qui soient négatives, des tailles négatives ou bien des tailles très très fortes, du genre qui fassent 2 km de hauteur, quoi, ma personne, elles sont pas nulles. Donc ça, comme a priori, c'est pas forcément super malin. Plutôt que d'utiliser ça,
en routine, je vais peut-être vouloir utiliser un prior un peu plus raisonnable avec quelque chose qui est centré autour de 2, par exemple 2 mètres, on va dire, et puis une variance, ou alors petit, hein, mais la moyenne, on s'en fiche un peu, hein, c'est juste que la variance, il ne faut pas qu'elle soit aussi énorme qu'elle était dans l'autre cas. Et là, j'ai une distribution qui est peut-être un peu plus, qui me donne des valeurs un peu plus raisonnables a priori sur la taille, quoi. Quelque chose centré autour de 1,70 et puis avec des valeurs qui ne peuvent pas aller dans le champ des négatifs. Et puis, bon, même là, qui me donne quand même des probabilités non nulles d'avoir des tailles autour de 3 mètres, quoi. Mais bon, c'est déjà mieux que 2000 mètres pour des tailles humaines. Donc ça, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est a priori, avant de faire l'analyse, de simuler les priors et de faire bien attention, comme tu me disais, là, sur les échelles.